Uba. Orban. Uba. Orban. Uba. Orban. Bonjour! Bonjour! T'as enlevé la musique? Bah, il faut juste changer de scène. Je mets plus de musique pour pas me tromper. Ah,
Enfin, je crois. Non, c'est bon, il n'y a pas de Oh. musique. Putain, mes cheveux là, c'est n'importe quoi, c'est entre sec et pas sec, regarde. C'est naturel. Ah bah ouais. Bah c'est parce que je viens de prendre une douche. Vous avez vu nos tasses renard et licorne? Oui, c'est mon amie Manon qui nous les a offerts. Voilà, et on est très contents. Ça se boit très bien. Bienvenue Ouais. pour cette première émission normale depuis 3 semaines. Puisqu'il y a 2 semaines, on avait fait à 22h, non, à 21h. Et la semaine dernière, c'était les côtés Coscar. C'était un sacré événement d'ailleurs. Hein. On Ouais. a croisé que des stars. Maintenant, on est reconnus dans la rue et tout. Hein. Ouais, franchement. On a été il y a eu invités un au Festival de vraiment- Cannes, aux Oscars, les vrais. Non, c'est un truc de ouf. Ah ouais, non, franchement, Espérons on a step à la up, tête. quoi. Bah, Ouais. ouais, bien sûr. J'espère Bien sûr, bien qu'on sûr. va réussir à garder les pieds sur terre, c'est le plus important. Le code promo des tasses. Je vous mettrai en barre d'infos toutes les informations sur ces tasses qui sont trop mignonnes, qui ont une contenance de 50 centilitres. 50 centilitres? J'en sais rien du tout. Ça me semble être une information random. Tant que t'es là, Landai, est-ce que ça va le micro? On essaye de faire des réglages en ce moment on essaye des nouvelles configurations. Non, pendant que tu réponds, on va peut-être meubler du coup. Mm. Du coup, aujourd'hui, le sommaire, Louise. J'ai acheté un lot de 4 tasses licorne pour ma nièce. Mais c'est quelqu'un de formidable alors. Tu es quelqu'un de formidable et c'est quelqu'un de formidable. Dans tous les cas. Alors, le sommaire. Sommaire, aujourd'hui on parle de Retour à Poudlard. Ouais, le retour à Poudlard. Les retrouvailles des acteurs de Harry Potter. Ce qu'on en a pensé. Ce qu'on en a pensé. C'est la première fois qu'on parle de télévision. C'est pas mal, mais j'ai l'impression que ça saute au début de certaines phrases. Mais ouais, non, mais on n'arrive pas à régler le problème, c'est Et vraiment ouais. chelou. Et ouais. Peut-être en le mettant là. On va essayer de régler le... Peut-être. N'hésitez pas à nous dire... Bisous. Bisous. N'hésitez pas à nous dire si y a des... Si ça saute, on va essayer de trouver le bon emplacement pour le micro. Mm. On essaie de trouver le... C'est hier, c'était assez peu concluant. Ouais. Mais on n'a pas encore les sous pour investir dans du matériel de qualité. Tout à fait. Mais partagez notre page, parlez-en autour de vous, et potentiellement, vous pourrez écouter notre belle voix en podcast sans coupure et sans aucun saut. Ouais. Mais enfin, de toute façon, on va essayer de régler le problème tout à l'heure. Ouais. Du coup, on était à Harry Potter. Ensuite, on va parler de Don't Look Up. Ouais, qu'on a vu du coup. Le film de Adam McKay. Voilà, le film événement. Que tout le monde en parle. Enfin, tout le monde en a parlé. Avec DiCaprio, Jennifer Lawrence, enfin une bonne tripotée d'acteurs, Meryl Streep. Et réalisé par Adam McKay quand même. C'est pas Jean Clodo quoi. Non, c'est clair. Mais voilà, le caviar, la crème de la crème d'Hollywood quoi. Ouais. Donc peut-être aussi. Oserais-je dire... Ah bah non, parce qu'il y avait aussi The Irishman. Mais donc Netflix, il continue dans sa politique d'être pris au sérieux et d'être oscarisable. Je sais pas s'ils ont eu un Oscar, les productions Netflix. Je crois qu'il y avait cette histoire où ils ont jamais eu d'Oscar. Oui, je sais qu'ils ont eu beaucoup de nominations, mais qu'ils n'ont pas eu d'Oscar à proprement dit. Donc peut-être aussi qu'ils sont dans cette logique d'essayer de gagner en crédibilité auprès de la scène... C'est sûr. De la scène, ouais, voilà, montrer qu'ils sont sérieux. Et là, c'est clairement, probablement, un des films qui marquera l'année 2022, je pense. Enfin, selon nous, en tout cas. Je crois que je parle à notre nom de tous les deux. Aussi, Encanto, dernier film de Disney. Tout à fait. Qui va peut-être un peu moins marquer son époque, même si c'était sympa, c'était divertissant. C'est sympa, mais quelque chose à dire dessus. Il gagnera sans doute pas d'Oscar, lui. Non, c'est sûr qu'il va pas forcément gagner d'Oscar, mais c'est une chouette histoire et ça représente aussi une belle transition aussi de Disney dans ses dessins animés. Ouais. Et oui, on en parlera un peu plus ensuite. Et on terminera par un livre que tu nous présenteras. Oui, Kim Ji-young, né en 1982, et ça parle de la condition des femmes en Corée. Voilà. Donc un programme télévisuel, cinématographique et littéraire. Tout à fait, waouh. Et je crois que c'est la semaine prochaine, on va avoir le grand retour du théâtre dans Côté Court, puisque je vous parlerai d'une pièce que j'ai vue cette semaine, qui s'appelle La Tendresse, mais c'est pas encore pour cette semaine, puisque le spectacle vivant, c'est comme le sucre, c'est très bien, mais il faut pas en avoir toutes les semaines. Il peut y en avoir, mais dans une certaine dose. C'est ça, parce que sinon on peut plus rien faire d'autre, quoi. Donc voilà. Alors,
On commence par du coup le retour à Poudlard. Je Let's sais que go. j'ai eu beaucoup de messages sur, enfin beaucoup, on s'entend, hein, on n'a pas non plus des milliers de spectateurs, mais Mais malgré le succès des côtés de l'Oscar, évidemment, hein. j'ai eu des messages sur Instagram de gens qui étaient vraiment contents qu'on en parle, qui avaient hâte de de nous en entendre parler. Ceux qui sont dans le chat qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à nous dire si le micro saute. On essaye de trouver, on est en train de travailler pour trouver des solutions à ces problèmes de son qui sautent. Donc si vous entendez que ça saute, n'hésitez pas à nous le dire et on va essayer de le mettre à un autre endroit. Voilà. Bon, du coup, le retour à Poudlard, qu'est-ce Tout que à fait. c'était? C'était un moment événement pour tous les fans, les Potterheads. En fait, c'était des retrouvailles 20 ans après. Ouais, tout à fait. 20 ans après le premier film, du coup, si je suis pas folle. 20 ans après le premier film, ouais, qui est Voilà. sorti en 2001. Et du coup, on a retrouvé tous nos acteurs préférés, et notamment le trio gagnant de Emma Watson, Rupert Grint et Daniel Radcliffe. Tout à fait. Radcliffe. Radcliffe. Tu lui as mis un T à la C'était gratuit, désolé Daniel. Et on les retrouve et ils nous parlent de toute la d'anecdotes de saga, tournage. voilà. Voilà, d'anecdotes de tournage surtout, de comment ils ont vécu les choses et tout. Mm. Vas-y, commence peut-être. Bah, déjà, il n'y avait pas tous les acteurs, donc c'était forcément un peu décevant, mais il y avait quand même les plus importants qui étaient là. Il y avait les plus importants et il y avait des moins importants, mais on va dire qu'il manquait des moyens. Il manquait des moyens. C'est vrai Finalement. qu'on aurait aimé avoir juste Albus Dumbledore, parce que, Ouais. non, pas le premier qui est décédé, mais du coup le deuxième. Je sais que celle qui jouait McGonagall était malade, donc elle ne pouvait pas venir. Ouais. Mais on avait Voldemort, hein, on avait les Malfoy aussi. Peut-être les appeler par leur nom. Les Lucius Malfoy, tu veux dire? Je les connais pas tous, mais ceux qu'on peut. D'accord, ok. Lucius Malfoy, putain, comment il s'appelle le petit là? Tom Felton. Tom Felton, c'est Drago Malfoy. Enfin bref, il y avait beaucoup de monde en Ouais. tout cas, et c'était intéressant. Moi, j'avoue que j'ai été un peu déçu. J'ai trouvé que c'était bien, mais c'était. Moi, je suis un grand fan de Harry Potter, hein, donc je suis évidemment très difficile sur ce genre de choses. C'était très très décevant en fait. J'ai trouvé ça très télégénique, mais ça se voyait que c'était faux en fait. Ça se voyait que c'était de la télé et la télé, comme tout le monde le sait, la télé c'est truqué. Donc voilà, moi j'ai trouvé que ça manquait de spontanéité. Bah, la seule qui amène de la spontanéité, c'est du coup celle qui joue Bellatrix Lestrange, Helena Bonham Carter, qui est franchement fidèle à elle-même. Enfin, si on l'imaginait en tant que personne, en fait, on l'imaginerait comme ça. Ouais, mais même, enfin non, je suis pas d'accord parce que du coup elle joue un rôle. Enfin, la télé, les décors, ils ont été faits. Enfin, c'est pas comme si ils avaient été dans un décor. Moi, ce que je disais, c'est que ça aurait peut-être gagné à organiser un tournage dans le train qui traverse l'Écosse, là, sur lequel ils ont fait des plans du Poudlard Express. Mm. Parce que du coup, de fait, ça aurait été plus spontané. Parce que c'est un trajet qui est limité dans le temps. Ça aurait permis aux acteurs d'échanger entre eux, de circuler dans le train, et donc de capter des moments euh, un peu plus spontané. Alors que là, clairement, on les colle à trois dans une salle qui est la salle commune de Gryffondor et on leur demande de parler de leurs années de tournage à trois. Enfin, c'est moins spontané. Du coup, j'ai l'impression qu'ils jouent un rôle, plus ou moins. C'était touchant par moment, Oui. évidemment. Mais il y a le moment où il rend hommage à toutes les personnes qui ont participé au film de près ou de loin qui sont décédées. Mm. Le moment à la fin où l'acteur qui joue Rebus Hagrid qui nous explique que les films, ce sera des films qui vont avoir une longévité même après la mort des acteurs. Donc ça, c'est des moments qui sont touchants. Mais dans l'absolu, je trouvais que ça passait un peu à côté de son sujet. Ouais. J'ai trouvé ça dans la digne portée du Wizarding World qui se lance dans plein de trucs, qui fait plein de choses qui pourraient être intéressantes, mais qui se donne pas la peine de le faire aussi bien que ça pourrait. Voilà. Je comprends la critique. Après, on s'attendait pas non plus à un truc de ouf, quoi. On avait vu la réunion de Friends, enfin, on a entendu parler de la réunion de Friends, On l'a et pas c'est vu, vrai ouais. que c'est à peu près la même chose, quoi. C'est des acteurs qui se retrouvent, qui sont enfermés dans un studio et qui doivent parler de ce qu'ils ont vécu. C'est vrai qu'on peut faire plus spontané. Mais, Mais là, il y avait moyen. Il y avait moyen de faire un truc plus intéressant, je pense. Enfin là, c'est vraiment décevant Bah, de c'est plus ce qu'ils ont sensuel, fait, en fait. je trouve. Ouais. Et puis, je pense que ça parle plus à des gens qui
sont amateurs mais pas fans de Harry Potter. Hein. Parce que c'est vrai que Alexis me disait que tout le monde, en fait, la plupart des anecdotes de tournage, il les avait déjà. Et Pas toutes, mais oui. une grosse partie, quoi. Et du coup, c'est vrai que bah, ça enlève un petit peu le piment de tout ça, quoi. Moi, j'avais été visiter il y a quelques années les studios à Londres, dans lesquels ils ont sanctuarisé les studios dans lesquels ont été tournés les films. Et donc, il y a possibilité, enfin, on y va, on a un audio guide. Et donc, j'ai la plupart des anecdotes qui racontent, pas toutes, hein, mais j'en avais déjà entendu la plupart. Et vraiment, enfin, j'ai été. Enfin, je pense que c'est à l'image du Wizarding World créé par la Warner, à savoir que c'est des films, des propositions, et j'espère pas un jeu vidéo qui parle à des amateurs de Harry Potter, mais pas assez fans. C'est-à-dire que les gens qui sont vaguement fans de l'univers, ils vont bien aimer. Ils vont se dire, ah tiens, c'est intéressant, je savais pas. Mais ceux qui sont fans de l'univers, qui vraiment ont un peu poncé le truc, ben, vont être potentiellement. Je parle, après, là, je continue de parler en mon nom. Hein, je sais pas ce que les autres en pensent, même si on a un peu échangé avec d'autres fans et je sais que c'était un peu un ressenti. C'est-à-dire en demi-teinte. C'était pas nul, évidemment. C'était les visuels. Donc, ils ont recréé le bal de Noël du 4, de Harry Potter 4, mais ça, c'est pareil. Ça fait même plaisir de les revoir tous ensemble, en fait. Tu revois les 3 acteurs ensemble se parler, moi j'ai trouvé, enfin, ça m'a fait un petit truc au cœur, quoi. Moi, honnêtement, pas vraiment. Enfin, ça, non. Moi, à la limite, c'est l'aspect télévisuel du truc, les décors. Ça se voit qu'ils se sont fait chier sur les décors et sur la mise en scène. Mais justement, comme ça se voit qu'ils se sont fait chier sur les décors et sur la mise en scène, on se dit, il y a des plans de coupe. Et je sais que l'actrice Evanna Lynch, qui joue Luna Lovegood, elle a fait une blague sur Instagram que j'ai pas trop compris, mais peut-être que j'ai mal interprété, mais il me semble avoir compris que en gros elle disait que elle avait bu du faux champagne et qu'il fallait pas le boire, qu'elle s'était fait engueuler par la prod. Elle disait ça en mode blague, mais j'ai trouvé ça. Je suis pas sûr d'avoir bien compris ce qu'elle voulait dire parce que le problème c'est que quand c'est une langue étrangère, des fois c'est du second degré ou non et on n'est pas forcément. Enfin, on comprend pas forcément toujours l'humour là où il est. Mais en tout cas, il y avait ce truc là du coup qui manquait de spontanéité. Ouais, Enfin, je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'étais très déçue de la réunion de Friends. Autant j'ai préféré le retour à Poudlard. Friends, j'ai trouvé que c'était très américanisé, grosse émission à budget. Autant HP, avoir les retours des réalisateurs, du vécu des acteurs, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Ouais, ça c'est une remarque pertinente. C'est vrai que peut-être que la plus-value, le vrai truc intéressant, c'était l'apport des réalisateurs. Mais là encore, j'ai pas trouvé ils ont dit certaines choses qui étaient des choses nouvelles. Mais là encore, pour des gens qui sont un peu intéressés à l'univers, et je dis pas que tout le monde doit s'y intéresser, c'est juste que bah, de fait, quand on est fan d'un univers, on s'y intéresse. Mais après, je pense pas que c'était le public, forcément, quoi. Bah non, mais évidemment que, enfin, ils vont regarder. Et que ça Oui. représente des millions de personnes. Mais pas autant que là, tous les nouveaux fans d'Harry Potter et toutes les personnes qui découvrent la saga, tous les enfants qui découvrent la saga après, quoi. Ouais, enfin, tu vois, Chris Columbus, il fait des films pour enfants, enfin on est au courant, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et il s'adressait aux acteurs comme à des enfants, bah no shit Sherlock en fait, ils avaient 11 ans, donc et après on te dit le quatrième réalisateur, il s'adresse à eux comme à des adultes, bah c'est pareil, ils ont grandi, donc c'est... Des fois, ils m'ont appris des trucs, et puis il y a d'autres moments où j'ai trouvé qu'ils enfonçaient des portes ouvertes, j'ai pas eu l'impression, je sais pas, j'ai eu l'impression de vide en fait où j'avais l'impression que c'était à la fois hyper intéressant et en même temps que ça allait pas au bout de son sujet. C'est la réflexion qu'on me faisait souvent quand j'étais en prépa, ça d'ailleurs. On me disait c'est pertinent, mais tu vas pas assez loin pour que ça devienne intéressant. Et c'est vraiment l'impression que j'ai eue. C'est pertinent, mais c'est pas aller assez loin pour que je dise ah tiens, c'est intéressant. Juste, j'ai été touché au moment de rendre hommage et à la fin avec Hagrid, et puis voilà, ça se termine sur la scène. De Rogue là, After All This Time, Always. Bon voilà, ça marquera tous les coups. Mais dans l'absolu, puis c'était court quoi, 1h30. C'est vrai enfin, ça aurait été chouette d'en avoir plus, peut-être sur chaque chose, et avoir plus de retours, même des autres acteurs, parce que là, du coup, on entend beaucoup parler Harry, Hermione et Ron, mais franchement, Tom Felton et Neville Londubat et tout ça, on les voit à un moment, ils rigolent entre eux, et puis c'est fini, quoi. Ils donnent forcément leur avis sur la production. Et justement, ça aurait été... Enfin, je reviens sur ce que je disais depuis tout à l'heure, mais en fait, j'ai l'impression qu'ils ont des heures et des heures de rush, et qu'ils ont tout condensé en 1h30. Déjà, juste, ils auraient pu faire une mini-série, enfin, c'est Harry Potter, quoi, les gens vont regarder de toute façon, ils auraient pu faire plein de trucs. Et surtout, ouais, le fait, c'est intéressant ce que tu dis, je rebondis dessus, le fait de se centrer sur Emma Watson, Rupert Grint et Daniel Radcliffe. Au bout d'un moment, eux, c'est ce que je disais. Déjà, en tant que fan, la plupart des anecdotes, je les avais déjà entendues quelque part, à un endroit, à un moment ou à un autre.
Et Emma Watson, Daniel Radcliffe et Rupert Grint, enfin, c'est bon, on en a eu des interviews à l'appel, on connaît leur vécu, on connaît leur ressenti. Emma Watson, elle a voulu quitter le tournage à 15 ans, on le sait. Enfin, on sait tout ça, en fait, on est au Je me courant. rappelle du drama quand j'avais 15 ans, donc enfin, on devait avoir 11-12 ans là. Et c'est Le choc. intéressant ce que tu dis, parce qu'avoir des retours de Evanna Lynch qui donne son avis, ou de Bonnie Wright qui joue Ginny Weasley, ou de même Neville Londubat, comment il s'appelle encore, je me souviens plus, mais enfin bref, avoir leur retour à eux, même Tom Felton, hein. Tom Felton, je l'inclus dans le trio. Hein. Ah, merci. Tom Felton, des interviews de Tom Felton, on en a déjà eu à l'appel, on connaît son ressenti, il avait un crush sur Emma Watson, enfin Emma Watson avait un crush sur elle, on le savait déjà, enfin. Mm. Peut-être, c'est vrai que c'est intéressant, s'intéresser sur les petits personnages, ça aurait été peut-être un peu plus novateur, ça aurait peut-être apporté un nouveau regard sur la saga. Evanna Lynch, je crois qu'elle a rejoint la saga en cours de route, elle était pas au casting dans les premiers films. Enfin voilà, c'est intéressant de savoir comment t'arrives, comment tu t'intègres, ce point de vue justement sur cette famille qui était créée, et du coup tu dois t'intégrer dedans, comment ça se passe quand c'est comme ça. Et là ça devient, ben voilà, là on commence à avoir un truc de fond qui nous parle à la fois de cinéma, de l'univers de Harry Potter. Là, on sait pas trop où on est en fait, on est dans des beaux décors. Voilà, je C'est retiendrai. des beaux décors. C'est des beaux décors et la fin était touchante. Mm. Voilà ce que j'ai retenu de cette saga. Après, oui, enfin, on est embarqué. Épisode. On est Bah, embarqué. évidemment, on a envie de les écouter. C'est. Je me suis pas fait chier, Mm. soit clair, hein, évidemment. Mais je suis sorti de là avec le sentiment que ça aurait pu être mieux. En Ouais, fait, je marche avec l'intégralité du Wizarding World jusqu'à présent. Hein. Je suis sorti de là avec la sensation que ça aurait pu être mieux. Voilà. Ça me fait penser que Bonnie Wright, du coup, celle qui joue Ginny, elle a lancé une chaîne YouTube sur des. Elle fait tout plein de trucs à la main. Genre, des Ah, essentiels, elle est très très dans le zéro déchet, tout ça, et c'est ultra intéressant ce qu'elle fait. Elle apprend à coudre et tout. Je suis allée voir, c'est super agréable et reposant. Bonnie Wright, donc Ginny Weasley, Evanna Lynch, Luna Lovegood et Emma Watson, évidemment Hermione Granger, sont trois femmes extrêmement engagées dans des domaines très différents, que je suis sur Instagram. Moi, Emma Watson, sur le féminisme, on le sait tous et toutes maintenant. Quel boss. Bonnie Wright et Evanna Lynch, elles sont un peu plus, de par leur moins grande popularité, elles ont un peu moins de visibilité. Evanna Lynch, elle est, je crois, sur tout ce qui... Enfin, il me semble qu'elle est plus ou moins sur tout ce qui est vegan, mais je suis pas trop sûr, mais il me semble qu'il y a un peu de ça. Et Bonnie Wright, en tout cas, elle est hyper engagée sur les questions de développement durable. Elle fait vraiment hyper attention à ça, et elle donne beaucoup de visibilité à cette cause. Donc, allez la suivre, Bonnie Wright, sur les réseaux, si vous le souhaitez. Et ça nous donne une transition. Tout à fait. Toute convenue. Avec le film qu'on a vu du coup vendredi soir. Ouais. Don't Look Up. Qu'on voulait voir depuis 2 semaines. Donc peut-être on va déjà demander s'il y a d'autres, enfin vu qu'il y a plusieurs personnes, ce que vous avez pensé, est-ce que vous avez vu du coup Harry Potter Retour à Hogwarts. Est-ce que vous, ça vous a plu? Est-ce que vous avez chialé quand vous avez vu Alan Rickman, ses ultimes images? Le même avec Salto quand même, où j'ai pris un abonnement à Salto. D'ailleurs, faut que je l'enlève le mien. Ah bah voilà, tu vas te faire avoir par le système, Louise. Après, tous les Harry Potter sont dispo dessus, hein, donc si vous les avez pas en DVD et vous voulez juste profiter pour faire un marathon, c'est possible aussi. Ouais. Mais il faut arrêter l'abonnement. C'est un mois gratuit. Ouais. Bah comme Amazon. Mm. Et bah c'est tout. Voilà. Mais du coup, ça me donne pas très envie d'aller voir Friends, les retrouvailles, quoi. J'ai vu quelques extraits et c'est vrai que bon... Et pour l'instant, la seule plus-value de Tito, c'est d'avoir le catalogue de HBO Max. Et le jour où HBO Max va sortir en France, ce sera plus la plus-value. D'ailleurs, c'était pas OCS qui avait HBO avant? Peut-être. Mais peut-être qu'avec l'arrivée de Salto, c'est un nouveau... Enfin, de toute façon, le fait qu'aujourd'hui ce soit un secteur qui quand même s'ouvre beaucoup, il y a de plus en plus de concurrence, donc ça rebat pas mal de cartes. Même l'arrivée de Disney+, qui a forcément enlevé une grande partie du catalogue à beaucoup de plateformes. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, et là ils ont annoncé hier que c'est quoi? Il semble que le contrat OCS HBO se termine soon. Ah bah peut-être. Ouais, notre expert en cinéma, bien sûr, qui un jour on a pensé à toi hier. Pour quelle raison on a pensé à toi? Je sais plus. T'as dit, je le dis à la place de Kylian parce qu'il est pas là. Oui. Je crois que c'était par rapport à Disney. Ouais, je me souviens un peu ce que j'ai dit. Si, Jon Favreau. Ah oui. Parce que Jon Favreau, il a réalisé... C'était quel film qu'il a réalisé? Que t'as vu? Je sais plus. Bref, Jon Favreau, il a réalisé un film qui était en fait un remake d'un autre film. Et j'ai dit, si Kylian il était là, il dirait, tiens, Jon Favreau qui réalise un truc sans faire preuve d'originalité.
J'ai Ça, oublié ce que c'était. ça m'étonne pas. Et du coup, voilà. Je l'ai dit à ta place. Je me suis permis de te rendre hommage. Mais ouais, du coup, ce que vous pensez de Disney qui a annoncé que là, le dernier film Pixar ne sortirait pas en salle Oui, alerte et rouge. sortirait sur Disney. Je Disney+. sais pas, qu'est-ce qui a motivé cette décision d'ailleurs. Le pic de cas, je pense, le Covid, ils ont les fesses qui font bravo, quoi, comme on dit. Je leur dis parce qu'il y a des nouvelles personnes sur le chat. Désolé ceux qui regardent en replay, ça fait 4 fois qu'on le dit. On a en ce moment, C'est une honte. on a des problèmes de micro, donc on essaie de trouver le bon endroit pour que vous nous entendiez bien tous les deux, que ça coupe pas trop. Donc si ça coupe au début des phrases, dites-le nous dans le chat, on essaie de le déplacer en fonction pour voir si ça marche plus à un autre endroit. Donc on vous dit à chaque fois qu'on le déplace et n'hésitez pas à le dire si ça coupe parce que c'est important que ce soit agréable à écouter. Et du coup, ouais, c'est une honte. Écoute, Ouais, bah je sais pas, qu'est-ce qui a motivé pour le coup. C'est vrai que pendant le Covid et tout, moi j'étais plutôt pro ce genre de pratique, puisque en fait on savait qu'il y a eu le même problème dans le spectacle vivant, c'est qu'en fait il y a beaucoup de spectacles créés pendant la crise du Covid, donc un grand flux de spectacles qui ont dû sortir au moment de la rupture des salles, et donc beaucoup de spectacles qui se sont retrouvés sur le carreau parce que il y avait plus de place dans les programmations. Et au cinéma c'est pareil, en fait le fait d'avoir tout un tas de films Disney qui s'accumulent, ça aurait juste créé le problème qu'il y aurait que des films Disney à la sortie, surtout dans les salles. Pas le citer encore une fois, vous savez que je les déteste, le Gaumont de Valenciennes. C'est une programme. Pour le coup, moi j'aime beaucoup Disney, mais je suis pas pro d'avoir que des films Disney dans les salles. Et eux, pour le coup, franchement, c'est insupportable, quoi. C'est-à-dire que là, ils programment même pas West Side Story en VF. Genre vraiment, ils ont décidé. Oui, en VO. Ils le programment qu'une fois par semaine. Ils le programment même pas en VF, Alexis. Ah. Il existe juste pas. Ils ont dit non à Spielberg. Non mais voilà. Du coup, ils sont un peu chiants là-dessus. Mais du coup, ce que je voulais dire, au-delà de mettre un tacle gratuit au Gaumont de Valenciennes en passant, c'est que il y a vraiment un truc de pendant la crise du Covid, c'était justifié de sortir les films sur la plateforme parce que du coup, ça libère de la place en salle. Au final, pour peut-être du cinéma d'auteur qui aurait moins trouvé sa place sur les plateformes. Là, pour le coup, je comprends pas trop le move sur ce coup-là. J'avoue que c'est du fric. Maximiser les abos Disney+, mais c'est un très mauvais signe pour le grand public. Ouais, après ça se télécharge, hein. Franchement, ouais. Je pense que ceux qui s'y connaissent, ils ont pas envie de payer l'abonnement Disney+, ils vont le télécharger. Je crois pas qu'aujourd'hui que la plus-value de Disney+, soit les Pixar ou les dessins animés, je pense que c'est surtout... les séries Marvel en exclusivité, je pense que ça motive beaucoup de gens, dont nous, à venir sur la plateforme. C'est comme le film de Mulan, là, enfin, ça a hypé personne, quoi. C'était... Ah mais pour le coup, c'était pendant la crise du Covid. Oui, mais voilà, mais ils ont commencé comme ça. Ça a permis de désengorger les salles. Mais ils ont commencé comme ça. Ouais. Et c'est vrai que je pense que tout le monde s'en fiche. Raya et le dragon, et le dernier dragon... C'était pas ouf. C'est pas terrible, et en plus, je pense que... voilà, quoi. Ils ont même pas fait beaucoup de pubs autour. Là, c'est comme Soul. Soul, ça avait fait plus de bruit, par contre. Dès que ça touche au Pixar, c'est vrai que là, d'un seul coup, c'est... Peut-être qu'ils jouent là-dessus aussi, hein. Ouais. Bah, on verra bien. On verra ce qui se passe. Après, je me fais pas de soucis pour eux. Mais c'est vrai que là, le move est bizarre. À moins qu'ils anticipent... c'est super intéressant. Bah, c'est clair. Après, tu vois, moi, quand j'étais à La Réunion, mes parents, ils payent un abonnement à CanalSat pour qu'on ait Disney, tu vois. Après, quand t'as des gosses et que tu veux mettre l'argent, tu mets de l'argent et tu mets dans Disney. Ça, par rapport à ça, c'est aussi de la faute des grands complexes de cinéma. À côté de chez nous, on a 2 cinémas. On en a un où il n'y a pas toutes les technologies 4X, etc. Où nous, on paye notre place à 5,50 €. On n'a pas d'abonnement ni rien, puisqu'on n'en prend plus parce qu'on ne va plus aller au cinéma. Mais on paye notre place à 5,50 €. C'est à Saint-Amand. Et le Gaumont de Valenciennes, hier, pour voir un dessin animé en VF, sans 3D, sans 4X, un film au cinéma, quoi, on a payé 24 € pour 2. Ça fait 12 € la place, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc oui, c'est intéressant, mais en fait, là, enfin, nous en Marvel, du coup, j'ai rebondi sur ce que tu dis, mais en fait, là, si tout le monde pratiquait la même politique que le Gaumont de Valenciennes, en fait, Disney+, ça deviendra intéressant pour tout le monde. C'est vraiment abusé comme pour les familles, du coup, en plus. Et on parce a que déjà... si t'arrives avec toute la tripotée de gosses qui doivent payer 8 € par gosse, ça fait vite. On a déjà abordé le sujet, mais en plus, leur positionnement, il est nul à chier, parce qu'ils se positionnent sur une programmation qui est hyper grand public, pour le coup, avec des films à très gros budget, type programmés sur Disney+. Donc ça veut dire qu'ils rentrent en concurrence avec Disney+. Sauf que du coup, ils s'adressent à un public familial, qui a beaucoup plus d'intérêt, plutôt que de payer 60 balles, que de prendre un abonnement à Disney+, pour leur sortie au cinéma. Pour les couples comme nous, jeunes, un peu intéressés par le cinéma au sens large, où on aimerait bien aller voir du cinéma en VO et du cinéma diversifié, on peut pas le faire parce qu'on peut prendre un abonnement, mais ils proposent encore une fois une programmation qui est très grand public et familiale, et qui va pas proposer un peu du cinéma de niche comme on peut en trouver ailleurs. Donc au final, moi je trouve que leur positionnement, en fait, c'est un positionnement de cinéma qui s'adresse à personne, et qui est en
qui comprend pas l'évolution du monde du cinéma actuel clair. et qui va dans le mur. Et moi, ça me sidère qu'ils s'en rendent pas compte en fait. Enfin, ça me passe au-dessus. Tout à fait. Voilà. C'était C'est- notre coup de gueule. Non, mais ces considérations étant Non, mais c'est vrai, hein, C'est vrai. ça a pas de sens en fait. Je comprends pas. Tu payes 24 balles pour 2 jeunes de moins de 26 ans. Hmm. Aujourd'hui, le cinéma, enfin, je veux dire, c'est quoi l'intérêt de... C'est quoi l'intérêt de... Ouais, d'aller au ciné, mais il y en a pas. Bah, du coup, tu payes ton abonnement Disney+. Enfin, ouais, bref, c'est pas grave, mais c'est juste, je pense il y a plusieurs responsables là-dedans et les cinémas français sont pas exempts de, enfin, pas tous. Encore une fois, le cinéma à Saint-Amand, 5,50€ la place, c'est très propre. Et du coup, ils ont une position qui est très claire par rapport à Disney+. C'est un cinéma normal, il n'y a pas de 4X, il y a pas de, mais c'est agréable d'y aller quand on va voir un film sur grand écran. Même si les seules séances en VO, ils les mettent à 17h45 un lundi. Ouais, mais ça, c'est un autre problème. Mais je veux dire, au-delà de la VO, Mm. ne serait-ce qu'au niveau du prix, c'est déjà, Mm. ils ont déjà un positionnement qui est un peu plus net. Oui. Aux... Aux États-Unis, les places sont encore plus chères. Ah, Ouais, mais enfin, il faut que le cinéma, faut que le Se cinéma décroche, quoi. ait... Non, mais il faut qu'il se réveille à un moment donné. Après, de toute façon, je pense qu'il va y avoir une évolution comme pour le théâtre. Le théâtre, maintenant, il est financé en grande partie. Enfin, il y a plus. Le théâtre public. Le théâtre public, voilà. Il est financé grâce aux subventions. Donc, en fait, à quel moment le cinéma va devenir, en fait, un pilier de la culture tellement important qu'en fait, ils vont pouvoir avoir des subventions pour proposer des places moins chères. Je pense qu'à un moment donné, ils vont devoir faire cette transition-là. Non? Bah, on verra bien ce qui se passe, mais de toute façon, à un moment donné, il va falloir qu'ils comprennent que c'est pas leur intérêt de faire raquer tout le monde, et que les familles vont déserter. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. C'est déjà plus ou moins le cas avec le Mm. CNC, nous dit non à Marvel. Et en parlant de choses qui ne s'adaptent pas à son contexte, Donc, Look Up, Don't Look Up. voilà, on y arrive parce que là, quand même, on a fait une belle digression. Mais c'est intéressant aussi de parler comme ça avec le chat, je trouve, c'est bien. Donc, Don't Look Up, Adam McKay. McKay. Donc, c'est le. Adam McKay, moi, je l'ai découvert il y a 2 ans, je crois, avec le film The Big Short sur Netflix aussi. Adam McKay, c'est quelqu'un qui, justement, je vais encore une fois paraphraser Noah Marvel, qui dit, dont le leitmotiv c'est monde de merde. Donc, une fois qu'il a fait ce constat-là, il dresse un portrait plutôt à charge de notre société. Tout à fait. Dans le The Big Short, pour remettre un peu le contexte, il parlait de ces gens qui avaient trouvé une faille qui avaient compris que le système bancaire et financier était totalement corrompu. Au moment de la crise des subprimes. Voilà, en 2007-2008, Et enfin plutôt en 2005. Et qui ont compris que la bulle spéculative commençait à grossir, ils ont remarqué que des banques commençaient à faire des prêts à des gens qui n'étaient pas capables de les rembourser, et qui ont misé là-dessus pour se faire des sous. Qui ont misé contre le système, en fait. C'est ça. Parce qu'ils ont compris que le système donnait des bonnes notes. En gros, pour savoir si un bien financier est plutôt bien ou pas bien, on lui met une note. Et ils avaient compris que ces notes-là, en fait, elles étaient elles-mêmes, elles étaient données en fonction du fait qu'on voulait pas que le système s'écroule. Mais vraiment, c'était un système qui était complètement baisé, et qui l'est toujours d'ailleurs au passage. Mais donc voilà. Et c'était un film qui se terminait sur une note très positive, puisqu'ils expliquaient que donc les mecs qui se sont fait des couilles en or, qui sont devenus multimilliardaires multimillionnaires grâce à ça, en misant contre le système, et on peut pas leur en vouloir. En fait, ils ont juste misé sur le fait que le système c'était de la merde et ils ont gagné. C'était ça. Ça, quand tu sais que Et le gars une immense partie de la population des États-Unis a en fait s'est retrouvée virée de chez elle parce qu'il s'est incapable de rembourser des prêts immobiliers. Et donc le gars qui avait misé là-dessus, le film se termine il aime bien terminer sur un truc vraiment qui te fout le seum pendant plusieurs jours. Le film se termine en disant que ce gars-là qui avait un peu mené ce truc de miser contre le système, aujourd'hui il mise sur la valeur de l'eau. Donc voilà, chacun tire les coups que tu veux. chacun verra midi à sa porte, comme on dit. Bah l'or bleu, ouais. Du coup voilà, donc c'est un film qui était intéressant pour plein de choses, et donc il revient avec Don't Look Up, avec un casting. Est-ce qu'on va faire comme la presse? On va parler comme la presse. Un casting 5 étoiles. 5 étoiles. Ah non mais là on retrouve les grosses têtes d'Hollywood, hein, avec DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet qui est là partout. Opinion, j'aime bien Leonardo DiCaprio. Je trouve que c'est un très bon acteur. Mais est-ce qu'on peut souligner juste le fait que le Timothée Chalamet, pardon, je dis Chalamet, mais c'est Chalamet. Il est là partout. Non, vraiment, il a eu une grosse année. Ah oui, Et là, en plus, il a pas un très gros rôle. Hein.
Non, C'est c'est marrant juste... qu'il ait pris ce rôle. je pense que le sujet lui plaisait et... Il apporte même pas grand chose à l'intrigue non, finalement. JPP de Chalamax. Mais oui, non, mais... il est vraiment... Chalamax, il appelle. il est vraiment partout. Mais bon, c'est pas grave, il est mignon, Ouais. quoi. Même si la coiffure qu'il porte là, elle est particulièrement laide. Meryl Streep aussi. Meryl Streep, Meryl Jonah Hill, Captain America. Chris Evans qui fait Chris Evans qui fait un petit un caméo. petit caméo, mais ridicule, tout petit. Non, vraiment, c'est incroyable le nombre de gens qui jouent Et dans ce film. encore plein d'autres acteurs ultra connus qu'on n'a pas en tête là tout de suite. Et du coup, ça raconte cette histoire de deux scientifiques, donc DiCaprio et Jennifer Lawrence, qui, en regardant les étoiles, parce qu'ils sont astronomes, découvrent une comète. Donc au début, ils sont contents, et après, ils se rendent compte que cette comète, en fait, se dirige directement sur la planète Terre. Et c'est une très grosse comète. Et qu'en gros, quand une comète rentre en collision avec la Terre, et on meurt tous. Les dinosaures style, quoi. Voilà. Un truc de 9 km de long. Du coup, ils vont sur les plateaux télévisés. Ils vont voir la présidente des États-Unis. Ils vont sur les plateaux. En fait, on a rien à foutre. Voilà. Ils vont sur les plateaux télévisés. En fait, ils comprennent très vite que les gens s'en branlent. Les gens sont plus intéressés par la dernière star qui a rompu, etc. Enfin, les divorces des deux dernières stars. Et donc, le film, c'est le récit de ces deux scientifiques qui essayent de faire comprendre aux gens que ils vont mourir. Ouais. Donc les personnages principaux sont ces deux scientifiques, la présidente des États-Unis. Il y a aussi Dr. Adelstorp qui est en fait le directeur d'une mission de protection de la planète. Ils sont trois scientifiques. Ouais, c'est ça. Donc il y a 3 scientifiques, le Meryl Streep, donc qui joue la présidente des États-Unis, qui n'est ni démocrate ni républicaine. Enfin, le film ne prend pas de parti. Oui, c'est pour être les deux. Voilà. Même s'il y a quand même des grosses références à Donald Trump. Oui, mais je pense que le film, même s'il y a des références à Donald Trump, veut garder cette espèce de truc de c'est tout le monde. De neutralité. C'est tout le système qui est baisé. Ouais. Et si les républicains c'est des merdes, c'est que les démocrates c'est des merdes aussi quelque part. Après, c'est un point de vue américain parce qu'ils ont toujours cette binarité dans leur politique qui n'est pas la même en France. Mais enfin voilà, en tout cas, ça pourrait être n'importe quelle politique dans le film. Et le dernier personnage pour moi qui est très important, c'est ce directeur de start-up, fan de Elon Musk ou de Steve Jobs, passez votre chemin, puisque en gros, c'est vraiment, le film montre quelle emprise ont les grands hommes d'affaires et les grands businessmen sur la politique. Plus intéressant que ça. Moi, j'ai trouvé que justement, là où il y avait le parallèle avec Steve Jobs et Elon Musk, c'était que ce gars-là, en fait, il arrive et c'est un inventeur de nouvelles technologies. Voilà. Clairement, c'est l'inventeur de l'équivalent de l'iPhone dans cet univers-là, mais encore mieux parce qu'il est dans tous les aspects de la vie. C'est un mélange entre le patron c'est Elon Musk parce que il a des rêves de conquête de l'espace. Et Steve Jobs parce qu'il développe une nouvelle marque de téléphone portable. C'est Jeff Bezos parce que Jeff Bezos et c'est le patron de Google parce que il veut un univers commun. C'est aussi Mark Zuckerberg puisque clairement c'est un univers à la méta. Enfin, c'est un mélange de tous ces grands chefs d'entreprise là. En plus, tout le long du film, on voit plein de petits liens, tu disais, avec Bush, c'est ça, ou Bush. Ouais. Et en fait, par petits indices ou par petits trucs de décor, on voit qu'en fait, il est intriqué dans la vie de tout le monde, vraiment de manière ultra subtile. Par exemple, ça va être la marque de haut-parleur, ça va être la marque du téléphone, ça va être la marque du réseau social, ça va être la marque de la voiture. Et du coup, on voit à quel point il est infiltré dans ça. C'est marrant parce qu'au début du film, il y a un gros plan sur une enceinte avec une marque que je connaissais pas. Je me suis dit, tiens, dis donc, c'est vraiment le placement de produit le plus cramé que j'ai vu de ma vie. Et en fait, ensuite, on découvre que c'est la marque de ce fameux directeur et tu dis, ah ok, donc en fait, le film nous montre que c'est vraiment un peu comme Apple ou autre. Et là-dessus, je vais revenir sur ce que je voulais dire là, mais enfin bref, du coup, il y a ce directeur-là. Et premier truc hyper intéressant du film, c'est que ce mec-là, il est adulé de tout le monde. Ouais. C'est le mec qui a inventé la nouvelle marque de téléphone, c'est le scientifique à la mode, versus les vrais scientifiques qui ont découvert une comète qui allait se casser la gueule, que sont Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence. Et c'est là que moi j'ai eu une espèce de... Je n'ai jamais été fan de Elon Musk, mais je l'ai jamais non plus détesté. Et là en fait je me suis rendu compte d'un truc qui est qu'en fait on a tendance à beaucoup considérer ce gars-là et d'autres comme des génies, alors qu'en fait c'est juste des hommes d'affaires. Et à un moment donné, il y a une scène où il dit attends, tu dis que je suis juste un businessman? Et le mec il lui dit bah ouais. Et du coup le mec il pique une colère noire quoi, parce que en fait c'est un businessman, c'est pas un scientifique, et on a tendance à confondre ces gens-là parce que ils nous apportent des innovations
on pense que c'est des scientifiques, parce que Elon Musk, il nous dit on va conquérir Mars, on pense que c'est un scientifique, il a des connaissances scientifiques, une capacité d'innovation qui est hors du commun, on est tous d'accord là-dessus, mais c'est pas un scientifique, dans le sens où c'est pas lui qui nous alerte du réchauffement climatique, c'est pas lui qui travaille pour le GIEC, qui fait les rapports, etc. C'est pas lui qu'il faut écouter. Et le film est tellement passionnant par rapport à ça, avec ce personnage de Leonardo DiCaprio, qui en fait, au début, n'est pas écouté, Non. parce que il ne sait pas parler. Oui, parce qu'en fait, il a pas l'art de la communication et il arrive pas à toucher les gens qui ont en fait l'habitude d'avoir l'information comme qui remplit des critères bien précis, quoi. Voilà. Qui m'amusent, qui n'ont pas trop d'impact sur ma vie, qui sont amenés de manière ultra amusante et simple, vraiment simpliste. Et là, t'as deux scientifiques qui arrivent et qui t'expliquent un truc qui déjà a l'air invraisemblable. Ah ouais, mais surtout, il explique avec des termes scientifiques. Et il l'explique Ils avec des savent pas termes le scientifiques. vulgariser. Et voilà, c'est ça exactement. En fait, l'exercice, là, l'exercice qu'on fait là, nous, finalement, ça montre qu'on a une certaine aisance, nous, pour parler. Que les mais aussi, est-ce que derrière, on a une expertise scientifique? Non. Alors que, paradoxalement, je pense parce que forcément, comme on est là, c'est le plus parlant. Mais dans le film, c'est ça, c'est les plateaux télé, des gens qui parlent, mais qui n'ont pas la... Et eux, ils ont la connaissance, mais ils n'arrivent pas à la vulgariser, ils n'arrivent pas à dire aux gens ce qu'ils pensent. Et c'est intéressant parce que dans le film, Leonardo DiCaprio, il a un twist où il finit par... on va pas vous raconter la fin, mais là, je vais vous expliquer un peu le milieu de l'histoire, on va dire, l'évolution du personnage. Leonardo DiCaprio, il va, à un moment donné dans le film, tomber sous le joug du gouvernement. Le gouvernement, donc, comme vous l'avez compris, qui n'a pas envie de dévier cette comète pour des raisons qu'on vous laissera découvrir dans le film et qui sont invraisemblables. On en vient à la situation où le gouvernement successivement dit on ne va pas dévier la comète pour une raison que vous découvrirez dans le film. On ne va pas non plus, à un moment donné, ils vont même jusqu'à dire que la comète n'existe tout simplement pas, d'où le film Don't Look Up, parce qu'en fait, il y a les scientifiques qui disent Look Up. Au bout d'un moment, en fait, la comète apparaît, forcément, on la voit dans les étoiles, et du coup, pendant un long moment, d'ailleurs, Jennifer Lawrence passe pour une tarée, et donc en fait tout le monde la décrédibilise, et tout le monde dit qu'elle est folle, et que en fait ça n'existe pas cette comète, c'est une invention du gouvernement pour assouvir l'entièreté des droits et tout machin, enfin c'est loin, ça nous rappelle des petits un peu le contexte. Et ça nous rappelle un peu le contexte d'aujourd'hui, mais elle passe pour une grosse folle, et en fait un soir du coup, vu qu'on attend trop et que y a rien qui est fait pour essayer de tuer cette comète, on la voit apparaître dans le ciel. Et là, du coup, t'as DiCaprio qui s'arrête et qui dit « Mais regardez », et là, tout le monde s'en rend compte. Look up. Et donc, le gouvernement dit « Don't look up ». Voilà. Et le gouvernement assène tout le monde en mode « Non, ils veulent vous faire croire ça, ils veulent vous diviser, ils sont contre vous, ils ne vous comprennent pas, regardez, allez travailler, regardez en bas ». Et donc le film nous parle de ça. Leonardo DiCaprio, donc comme je disais, à un moment donné, il tombe sous le joug du gouvernement, il commence à dire ce que le gouvernement veut qu'il dise, même si ce n'est pas la vérité scientifique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, ça correspond au moment où Leonardo DiCaprio a suivi du media training, et donc il a la capacité de parler. Oui. Et en fait, le moment où il a la capacité de parler, le moment où il a la capacité de vulgariser, qui sort du raisonnement scientifique et qui va juste vulgariser le raisonnement scientifique et qui va l'apporter au grand public, qui va rigoler sur les plateaux télé, ce moment-là où il parle en tant que communicant correspond au moment où il sort de la réalité scientifique. Donc vraiment, le film fait la différence entre le discours scientifique d'un côté et le discours de communication de l'autre, et les deux sont incompatibles dans le film. On peut pas avoir les deux en même temps. C'est clair. Il y a ça qui est intéressant. Il y a le personnage de Chris Evans qui fait un petit caméo vite fait, où en fait lui il dit moi je suis ni pour ni contre. Il a deux flèches, et il dit moi je suis pour l'unité, machin. Et donc qui est un peu dans cette espèce de connerie qui serait de dire moi je suis ni pour ni contre, juste soyons copains. Et puis en fait non, il y a des moments, il y a une vérité absolue. Quand il y a des vérités qui en plus mettent en doute la survie de l'humanité, en fait juste on doit être tous d'accord là-dessus. Et je pense que là aussi ils se foutent de l'hypocrisie de toutes ces stars qui font des soirées pour le développement durable, pour sauver la planète, et qui derrière font rien du tout, mais voilà, qui sont dans le oui, pas trop, mais un peu, mais voilà, mais l'important c'est qu'on reste copains, quoi. Voilà. Mais enfin, oui, du coup, Chris Evans, qui incarne avec beaucoup d'humour cette figure-là. Et globalement, le film est drôle, hein. Il est scénique, en fait. Adam McKay, il est scénique, c'est-à-dire. Mais le film, j'ai jamais, depuis longtemps, ça fait longtemps que j'ai pas été. Depuis Les Misérables, le film Les Misérables, ça m'était pas arrivé depuis ce film-là. Si vous l'avez pas vu, allez le voir, qui se passe en banlieue française, là. Comment ça s'appelle? Yachli?
Je me souviens plus, mais c'était il y a 2 ans. Depuis ce film-là, ça m'était plus arrivé vraiment d'aller voir un film qui m'a tellement remué que vraiment pendant 1 heure après le film, juste je peux pas parler quoi. Enfin, avec Luz en général, on regarde un film et puis ensuite on passe à autre chose, on discute du film et ensuite, ben je sais pas, soit on va regarder une série, soit on va se coucher, mais il se passe des trucs quoi. Et là vraiment, enfin, ça a été silencieux quoi. Et c'est rare les films où ça arrive parce que Ouais. vraiment le film nous met face à nos contradictions. Et là où, enfin, je vais dire que, du coup, évidemment, c'est une parabole du réchauffement climatique, ce film, et de notre inaction. Là, on sent qu'il n'y en a pas un pour attraper l'autre. C'est que, ben, nous, on est là sur une plateforme qui appartient à Jeff Bezos, et on sait que le streaming, par exemple, bah, ça pollue beaucoup. Donc voilà. Et c'est le film, il nous met face à ces contradictions-là. J'avais bien aimé aussi à un moment donné où du coup t'as le pseudo Jeff Bezos qui arrive et qui explique qu'ils ont créé des téléphones qui captent l'émotion et qui vont te permettre d'avoir du contenu qui va contrer cette émotion. Et du coup, au début, tu vois un mec qui tient, qui est triste, et du coup, on lui envoie une vidéo d'un petit chien avec une poule. Et là, oh, c'est super, en fait, et du coup, tu te rends compte à quel point aussi ils endorment les gens, tu vois, et qu'ils font pas face à leurs émotions, et où ils nous aident à nous focaliser sur des choses positives, donc c'est bien, mais en fait, ils nous endorment aussi. Ils nous endorment dans de la surconsommation de contenu qui a pas vraiment de sens, et qui nous aident en fait à enlever et à nous rester centrés sur des choses qui n'ont pas d'importance du tout. Oui. Et notamment à la fin, je sais pas si t'avais remarqué, Non, mais. non mais à la fin, t'as un mec random, tu vois plein d'images, un mec random qui tient un téléphone et qui voit cette même vidéo. Donc tu te rends compte qu'il a capté le message, et qu'en fait il est triste, mais qu'il reste même devant son écran à regarder un chien sur une poule, quoi. Ouais, et du coup, on va pas raconter la fin du film parce qu'on spoile jamais, Non. mais c'est dommage parce que la fin est vraiment hyper intéressante. C'est vrai. La fin est intéressante parce qu'elle. Enfin, comment dire ça sans spoiler? Je suis en train de réfléchir à comment aborder les choses pour que ceux qui ont vu le film puissent comprendre ce que je veux dire et que ceux qui ne l'ont pas vu ne soient pas spoilés. Euh, on va dire que le personnage de Leonardo DiCaprio a fait tout ce qu'il pouvait pendant le film pour dire la vérité. Et tous les scientifiques du film, à la fin, souvenez-vous de la scène finale, je parle pas de la scène post-générique, mais je parle bien de la scène sur laquelle se termine le film, avant les crédits. Dans cette scène-là, tous les scientifiques sont réunis à un endroit, et l'intégralité du reste de la population fait autre chose, et le comportement du reste de la population est celui des scientifiques au début du film, alors que le comportement des scientifiques est celui du début de la population. En fait, les scientifiques, ils ont passé tout le film à dire il faut qu'on agisse, et à la fin du film, ils disent bah, il y a plus rien à faire. Et donc, c'est tout. T'as un peu Et spoilé du coup. non. Enfin, après, ça c'est. Et en fait, enfin, moi j'ai trouvé que c'était hyper. Enfin, c'était. Après, c'est Adam McKay. En fait, c'est- on savait en regardant le film qu'il allait pas terminer sur un truc où, enfin voilà, l'humanité allait se réveiller. Adam McKay, il croit pas en l'humanité. Enfin, Mhm. pour moi, Oui, mais je il croit crois pas du tout. en tout cas, il croit pas en la masse de l'humanité. Non. Il croit dans les scientifiques, il croit dans nos avancées, il croit dans notre capacité à voir les choses. Mais en tant que société, il croit pas en nous. Mhm. Il peut pas, enfin, Masse, même, enfin, c'est une grosse critique du capitalisme, hein, de toute façon, y a que ça, y a que ça, quoi. on peut dire que moi j'ai regardé ce film, je m'attendais pas à un happy ending. Non, voilà. Mais moi aussi, ça m'a secoué. C'est vrai que les 20 dernières minutes du film, en fait, je pleurais. C'est quand on est, enfin, quand tu te mets face à cette catastrophe, en fait, qui nous arrive sur la tronche et qu'on le sait et qu'il y a personne qui fait rien, c'est vrai que Et ça déstabilise, quoi. il dit les termes en fait. Mm. Il dit les termes, c'est-à-dire il dit il dit le gouvernement c'est vraiment des abrutis. Le moment, enfin voilà, Et découvrez-le. même plus que le gouvernement, parce que tu vois, tu te rends compte que la meuf qui dirige la NASA, elle est même pas scientifique. Et puis à un moment donné, ils sont dans un bunker ultra secret, et puis t'as du coup le Jeff Bezos slash Elon Musk slash Mark Zuckerberg slash intégré un nom des fortunes mondiales qui rentre dans la pièce et qui dit bah qu'est-ce qu'il fout là? Il dit bah lui c'est un grand donateur de campagne donc il a le droit Il d'être a le là. droit d'être là. Et en fait c'est lui qui prend les décisions pour le gouvernement. Et du coup découvrez la raison pour laquelle la comète le gouvernement décide de ne pas la dévier. Mm. Mais en tout cas cette raison-là explique que enfin C'est encore plus frustrant parce qu'on sait qu'on a les moyens de le faire, tu vois. voilà. D'ailleurs, oui, parce que ça suit une scène. Mm. En fait, nous montre. Le film nous montre factuellement. Il nous dit, on peut le voir. Il nous dit, regardez, on peut la dévier en écoutant les scientifiques. Et ensuite, il nous dit, ah, mais vu notre société, c'est ça qu'on va faire. Bah, dommage, les gars. Tant pis, dommage. Et Adam McKay, ouais, il est vraiment. Enfin, et puis, du coup, j'étais en train de dire, il dit les termes parce qu'il dit, voilà, le gouvernement, c'est de leur faute, ceux qui sont dans l'inaction.
le patron, là, c'est de sa faute parce que c'est une fortune mondiale et il fait n'importe quoi. Les scientifiques, c'est les seuls à être épargnés dans le film. Et aussi, c'est de la faute de tout à chacun de d'écouter d'écouter ce qu'on nous raconte en fait. Mhm. C'est de la faute de ceux de nous tous et toutes qui Qui nous n'écoutons prenons pas. pour des scientifiques et qui ont l'impression de pouvoir tirer des conclusions sans pour autant écouter Et là les encore, gens qui sont je pas pense concernés. que bon après là, on essaie de se rassurer, mais je pense que nous encore, on est épargné par le film dans le sens où on écoute peut-être qu'on n'a pas un comportement qui est exemplaire et qu'on n'a pas le enfin moi je considère que j'ai un comportement qui se veut respectueux de l'environnement, etc., mais ce serait hypocrite. Encore une fois, je leur dis, on est en train de streamer, c'est un comportement qui est pas et vous qui regardez, c'est pas un comportement qui est exemplaire, hein. Vous qui regardez des vidéos sur internet, c'est pas un comportement qui est exemplaire. Mhm. Donc faut avoir ça en tête, mais d'un autre côté, on n'est pas non plus aussi caricatural que les gens dans le film qui juste n'écoutent pas et Mais préfèrent c'est critique aussi occuper de d'autres prendre choses. vraiment des gens. Enfin, Kate Blanchett, du coup, qui est présentatrice télé, c'est celle qui est là, vous voyez, à côté, derrière DiCaprio, là. On la reconnaît même pas, quoi. Elle est botoxée, elle rigole, elle comprend rien, elle est superficielle, et bah, je sais pas où C'est une je voulais journaliste. en venir, mais c'est une journaliste, quoi. C'est une Voilà. Mais journaliste elle fait pas un travail journalistique. Et tu te rends compte aussi, les journalistes, ils en prennent pour leur grade aussi, d'ailleurs. Mais tout le monde en prend pour son grade. Mhm. Mais tout le monde, y compris nous qui n'avons pas de rôle particulier dans cette. Enfin, qui avons notre rôle à nous en tant qu'individu, mais tout le monde. C'est la faute de tout le monde dans le film, sauf des scientifiques. Mais sinon, c'est de la faute de tout le monde. Enfin, il n'y a pas de. Personne n'est épargné. C'est pas c'est de leur faute à eux, et du coup, ça rassure les autres. Et Adam McKay, ouais, il fait un film où il dit, bah, c'est de votre faute en fait. Et c'est de notre faute, collectivement. Mm. Et ouais, c'était un film, bon, après, caricatural, dans ses personnages, évidemment, parce que ça reste une satire drôle, mais qui reste quand même un. Enfin, c'est quand même une claque. Et on se dit qu'on est quand même collectivement une sacrée bande de merde. Mm. Voilà. Vous l'avez vu, du coup, je pense, la plupart. Il est sorti quand? Il est sorti un peu avant Noël. Il est sorti ouais, un peu avant Noël. Et bon, il a fait beaucoup de bruit, hein. C'est tant mieux. Peut-être pas assez, À sa mais sortie, alors, faut faire la part des choses en streamant H24 en 4K, ça représente énormément moins que d'avoir un régime carné. d'ailleurs que nous n'avons pas. Donc, Ah, voilà. on est équilibré niveau CO2. Merci de nous rassurer, l'inconnexe. Oui, non, mais c'est sûr. Après, oui, enfin, oui, il faut. Enfin, je dis. Et d'ailleurs, en parlant de régime carné, mais au début, quand il arrive sur l'émission télé, en fait, tu vois une espèce de plateau immense avec plein de steaks empilés. Oui. Et moi, j'ai trouvé ça excellent parce que du coup, bah, t'avais tout. Enfin, un steak, ça représente je sais pas combien d'émissions de CO2, d'eau, de ce que tu veux. Et là, t'avais un espèce d'empilement de putain de bif là, qui serait peut-être à moitié mangé, quoi. Ouais. Après, oui, je vais revenir sur ce que j'ai dit en rebondissant sur ce que dit un Codex. Je pense que, en tout cas, Louise et moi, et je pense que une grande partie des gens qui nous regardent, je présume, font les efforts qu'ils peuvent faire et qu'ils estiment qu'ils peuvent. Et ça fera une super transition. Retenez ce que je dis, ça fera une transition avec le film dont on parlera tout à l'heure. Et ils font ce qu'ils peuvent faire en prenant sur eux pour faire des sacrifices en fonction de leurs valeurs, tout en essayant de rester le plus heureux possible dans leur vie. Et retenez ce que j'ai dit parce que ça concerne le film suivant. Après, bien évidemment, enfin, c'est un effort qui va dans les deux sens, et on sait que juste, en fait, l'émission de CO2 des grosses entreprises mondiales, et notamment des GAFA, c'est eux qui polluent le plus. Voilà. Même une voiture, ça pollue rien par rapport à l'industrie de l'agroalimentaire, Google, Audi, enfin toutes les immenses corporations qui sont là sur la planète polluent beaucoup trop. Et du coup, la décision, elle doit venir du haut Et et aussi du de bas. nous. Et c'est du coup, enfin, je reviens à ce que. Mais nous, effectivement, on a arrêté de manger de la viande. Mais même si le stream en tant que tel, enfin, même la bande passante, on sait, mais même si c'est pas tant que ça, en fait, rien qu'en utilisant Twitch, finalement, on utilise Sur Amazon, quoi. on utilise quelque chose qui appartient à Amazon. Donc, je dis pas que du coup, on est à diaboliser ou quoi que ce soit. C'est juste que moi, je suis pour avoir conscience de ce qu'on fait, même si moi, je le fais parce que j'avais envie de le faire, donc j'utilise Twitch. Mais je crois qu'il faut faire les choses en ayant conscience que c'est pas ce qu'il faudrait faire pour le plus grand bien. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, parce qu'encore une fois, il faut faire la part des choses entre ce qu'on peut faire, tout en restant épanoui dans notre vie, et juste tout arrêter. Et auquel cas, juste, bah, ce qui nous pend au nez, c'est juste d'être suicidaire, quoi. Parce que, bah, si t'arrêtes tout d'un coup, et que enfin, juste, on
on va dans le mur aussi, parce qu'on va tous devenir suicidaires et on n'arrivera pas à tout couper d'un coup. Toute cette question Donc, de mesure. il faut y aller progressivement et en fonction de là où chacun met la limite de ce qu'il peut tolérer. Et ça, c'est à chacun de mesurer au fond de lui ce qu'il est capable de faire. Il faut aussi forcer un petit peu, quoi. Voilà, Faut oui. que les gens, forcer. ils, Non, mais oui. ils peuvent pas se passer de 2 Mais- beefsteaks par jour. Mais ça sert à rien non plus de tout arrêter d'un coup. Non, bien sûr, non. Même moi, quand j'ai arrêté la viande, j'ai mis 6 mois où je continuais d'en manger un peu, et puis après, j'ai arrêté complètement. Mais C'était pas vraiment de la viande, Alexis. On soit d'accord là-dessus. on va pas rentrer dans le détail. Non, mais voilà. Mais en tout cas, il y a des. Chacun met la limite où il peut. Et où il veut, surtout. Tout à fait. Mais l'important, je pense, c'est de garder en tête que quand on fait un truc où on se dit ça, c'est pas parce que je me dis j'ai envie d'être sur Twitch que je suis pas à côté de ça en train de me dire ok, enfin, je suis pas dans un. Je veux pas rentrer dans la dissonance cognitive, quoi. Enfin, je me dis ok, je sais que ce que je fais en soi, ça rentre T'as quelque aussi part en d'autres contradiction retombées avec mes. positives. Voilà. Ça a des retombées positives, mais tu peux avoir conscience aussi des retombées négatives de ce qu'on fait. Tout à fait. Tout en estimant que l'équilibre, pour nous, il est somme toute positif. Mais on est sans. Enfin, si demain on me dit, ouais, mais quand même, Jeff Bezos, je dirais, oui, je sais. Enfin, voilà. Enfin, il faut en avoir conscience, il faut pas non plus être dans le mensonge par rapport à soi-même. Mais du coup, voilà, un super film. Et moi, justement, j'ai trouvé que ce film m'a permis de refaire le point un peu sur où j'en étais moi. Est-ce que j'avais l'impression que j'avais encore de la marge entre mon épanouissement et le progrès que je pouvais faire? Et la réponse est oui. On en a discuté avec Louise, des trucs qu'on fait pas encore, mais fabriquer sa lessive, fabriquer ces trucs tout cons, mais finalement, c'est déjà ça de prix. Et si on le faisait tous, ça changerait déjà un peu la donne. Arrêtez de commander sur Amazon aussi. Arrêtez de commander sur Amazon, ouais, c'est vrai. Tu l'as fait à Noël. C'est vrai que je l'ai fait à Noël. Et ça, c'est shame on me. Shame on me. Mm. Voilà. Mais ça, un bon exemple de truc On peut arrêter facilement. on peut arrêter facilement. Et le film permet de faire le point là-dessus, je trouve. C'est vrai, c'est une bonne piqûre de rappel. Et je parle pas du vaccin. Alors. Mais justement, en parlant de vaccin, il a dit que, enfin, pas en parlant du vaccin, mais en parlant de la crise du Covid, le fait que ça ait lieu, que le tournage ait lieu pendant la crise du Covid, Adam McKay, ça a joué sur son. Ah, mais il y a plein de liens qui peuvent être faits avec la crise du Covid. Sans parler du vaccin, parce que c'est un sujet un peu touchy, mais C'est même pas un sujet touchy. Encore une fois, c'est des scientifiques. Ouais, oui, parce qu'il faut pas faire l'amalgame entre vaccin et pass sanitaire, du coup. Évidemment. Parlons du vaccin, et pas du pass sanitaire. Parlons du vaccin, le Adam McKay, du coup, disait que... Et encore, il parle pas du vaccin, il parle de la crise du Covid, donc j'insiste bien là-dessus, il fait pas mention du vaccin dans ses interviews. Donc en parlant du Covid, il dit qu'il y a aussi eu cette incapacité d'une grande partie de la population, pas la majorité, mais quand même une partie assez importante pour qu'on l'entende, de ne pas... Enfin, de juste penser que, on en parlait avec Louise, que le Covid juste n'existe pas. C'est incroyable, ça, quand même. Bah, te rappelles pas du documentaire, là Hold Up? Ah oui, bah oui, Hold Up, oui. Enfin, je veux dire, on peut... Les questions sur le pass sanitaire, le pass vaccinal, etc., ça, c'est des questions, pour le coup, qui sont politiques et qui appartiennent aux valeurs de chacun, donc je reviens pas là-dessus, j'entends les débats qu'il y a là-dessus, évidemment. Par rapport au Covid en tant que tel, il y a des gens qui disent ça n'existe pas. Enfin, il y a... Et le film, il a été, il a été créé sur tous ces trucs-là les scientifiques qui disent ah bah il y a un virus, et les gens ils disent ouais mais quand même, ça va, c'est pas... Ça va. Non mais c'est ça, on a pris on prend à la légère le truc, ou... Ça n'existe pas. C'est ça n'existe pas. Et au bout d'un moment, en fait, aussi, dans le film, les gens, ils commencent à dire que ça n'existe pas, parce qu'en fait, c'est aussi beaucoup trop de pression à porter. Et la vérité, des fois, elle est trop lourde, et du coup, on préfère se réfugier sur des choses comme ça. Moi, et je pense qu'il y a le Covid, il y a aussi des choses comme ça, il y a aussi des mécanismes de protection, où en fait, on se dit, non mais juste, je me coupe, ça n'existe pas, je continue ma vie, et parce que sinon, c'est trop lourd à porter, c'est trop de stress. Moi, quand j'aime beaucoup un film, j'aime bien aller voir les notes très négatives sur Allociné pour voir. Il y a des gens qui disent le scénario n'est pas crédible. J'ai envie de dire, non mais les gars, allumez Internet, faites un truc à un moment donné, mais le scénario... Je veux dire, il y a 2 ans qu'on dit que le scénario n'est pas crédible, je l'aurais entendu. Là, aujourd'hui, pendant la crise du Covid, dire le scénario n'est pas crédible alors qu'on a encore des guignols, je suis désolé si vous êtes concernés, mais vous êtes des guignols qui disent le Covid n'existe pas. J'espère qu'il y a personne qui nous regarde qui dit le Covid n'existe pas. Hein. Je dis bien, je parle pas d'autre chose, là je parle du Covid n'existe pas. Le reste, on peut en discuter, mais le Covid n'existe pas. Enfin, quand même, il y a des... Et même Il y a une maintenant, limite à la connerie. il y a eu des parallèles du coup avec l'émission qui est dans le film et l'émission de CNews avec Pascal Pro et Elisabeth Lévy où ils parlaient justement pas du Covid mais du réchauffement climatique où Pascal Pro disait non mais voilà il faut pas rigoler du réchauffement climatique hein Oui, où Elisabeth Lévy était là non mais voilà encore une psychose écolo enfin ça existe Alors vraiment. qu'il y avait une scientifique sur le plateau. C'est ça et ça existe C'est quoi vraiment. le Covid nous dit Choupi. Non mais il y a vraiment enfin c'est un film.
on peut lui faire des critiques, Tout à fait. notamment c'est de l'humour, Mm. très cynique, donc ça peut ne pas faire rire. Il y a Encore un complot, c'est sûr, mais c'est sûr. Il y a C'est des gens, sûr. il y a des gens que ça peut ne pas faire rire et ça on l'entend totalement. Mais dire le scénario n'est pas crédible après les 2 ans qu'on vient de vivre, Ouais. on a vu qu'on était quand même cerné par les guignols. Hein. Mm. Et j'entends le gouvernement aussi. Hein. Enfin, je veux dire, on a une. Enfin, Je savais pas que Agnès Buzyn elle a reçu la Légion d'honneur. non mais je sais pas si le gouvernement ils ont Netflix et qu'ils regardent, Je sais qu'ils pas. se disent- et qu'ils Non, se ils remettent ont un pas. peu en question, tu vois, qu'ils disent ah tiens intéressant. Non, mais enfin, tout le monde. Et nous, en tant qu'individus, c'est aussi à nous, encore une fois, de nous remettre en question sur ce qu'on fait, ce qu'on fait pas. Mais en tout cas, dire le scénario n'est pas crédible après les 2 années qu'on vient de vivre. Et moi, les dingueries, j'allais dire un truc, mais enfin non, parce que du coup, je vais entendre je vais pas dire ni où, ni qui, ni comment. Mais moi, personnellement, il y a 1 an, à la suite du premier confinement, on m'a dit, ouais, enfin, le Covid, moi, je connais personne qui l'a eu. Hein. Oui, mais moi c'est pareil, hein. Dans mon entreprise, pas bon. On va pas rentrer dans le truc du Covid, on va passer à Encanto, parce que déjà il nous reste une demi-heure d'émission. Et du coup, c'était quoi notre transition? Non, c'est très bien. Une très bonne transition sur le poids des choses, comment nous on peut faire la différence, et comment donner de notre personne sans pour autant nous oublier nous-mêmes. Voilà. Donc Encanto, qui est pas le meilleur Disney. Non. Qui est pas le meilleur Disney. Les On va le dire musiques, directement. d'ailleurs, les musiques sont pas terribles. Enfin, moi, vraiment, ça m'a fait sortir du film. Donc, voilà. J'étais un peu déçue par les musiques. Le message est pas ultra clair non plus. Enfin, tu vois, on n'était pas d'accord, il a fallu qu'on en parle. Moi, j'ai trouvé que le message était clair. Moi, j'ai bien aimé qu'on en parle après, tu vois. Bon, mais moi, j'ai trouvé que justement, il y avait des liens intéressants. Alors, on est biaisé quand on voit un super film, forcément, on a envie de le voir partout. Mm. Donc, moi, j'ai vu des liens entre Don't Look Up, que j'ai beaucoup aimé, et Encanto, que j'ai aimé sans plus, quoi. C'est ce que on y est allé avec Louise, et je lui ai dit, de toute façon, un Disney, au pire, on sera diverti. Mm. Je dirais que j'ai été diverti plus. J'ai été diverti, j'ai trouvé un autre truc, je vais pas non plus dire que c'était le film de l'année. Bah, après, le film est très beau. L'animation, encore une fois, c'est parfait. Hein. Y a rien à dire dessus. Quoi. Oui, voilà, mais c'est pour ça, en fait, un film Disney, tu sais que tu vas jamais t'ennuyer. Un petit détail d'importance aussi, que l'héroïne principale porte des lunettes, c'est une première. Oui. C'est une première pour les personnages de Disney. Et en plus, tu vois, j'ai pas fait attention alors que Dieu sait que. Mais voilà, du coup, c'est ultra en termes d'inclusivité, ce film. Encore une fois, c'est normal, hein, Disney, ils sont sur cette ligne-là, l'inclusivité, donc ils y vont à fond. On le voit, on vous voit, Disney, hein, y a pas de souci de ce côté-là, on a compris les efforts que vous faisiez. Mais c'est quand même hyper rafraîchissant de voir, du coup, l'héroïne avec des lunettes, ses deux sœurs. C'est ça, ça se passe en Colombie, il y a toutes les couleurs, tous ils sont là, tu vois, c'est du métissage à fond, quoi, donc c'est hyper agréable. Et aussi des propositions de la féminité qui sont alternatives et qui sont ultra intéressantes. Oui. Notamment pour les 2 sœurs de l'héroïne, une sœur qui représente la force, et du coup qui est très grande et très musclée, et une autre qui représente la beauté. Donc là on se dit bon c'est un peu cliché tout ça machin, mais finalement au fur et à mesure du film on se rend compte qu'elle n'est pas que belle, ou en tout cas qu'elle est restée bloquée dans ce qu'on attendait d'elle dans la société. Il y a un arc du film pour chacune des sœurs où la sœur forte s'effondre en disant qu'elle aimerait bien arrêter d'être considérée juste pour sa force et qu'elle aimerait bien avoir le droit d'être sensible. Et la sœur qui littéralement en fait c'est une famille, pour reprendre le pitch un peu avant de rentrer dans le détail, c'est une famille en fait qui a dû fuir la guerre et du coup ils ont tous reçu en gros un pouvoir magique pour protéger leur communauté, sauf Mirabel qui n'a pas reçu de don en fait, et donc c'est un peu la paria de la famille. Et l'histoire du film c'est que la magie est en train de s'effondrer, ils sont en train de perdre leur pouvoir machin, bref, et donc le pouvoir d'une de ses sœurs c'est d'être super forte, c'est elle la combat. Et elle dit ouais mais à force d'être super forte moi j'aimerais bien avoir une sensibilité. Et l'autre son pouvoir c'est littéralement de faire pousser des fleurs. Et la sœur, donc je vais revenir sur en vrai, j'ai fait une blague à Louise pendant le film et il s'avérait que c'était vrai en fait. Et du coup, Mirabel, elle va voir sa sœur qui fait des fleurs, elle lui dit oui mais t'as le droit de... Enfin, en fait, il y a une question de mariage, et elle lui dit mais t'es heureuse ou pas? Et elle dit non, j'ai pas envie de faire un mariage. À ce moment-là, au lieu d'une fleur, il y a un cactus qui pousse, et elle découvre qu'en fait, elle a le pouvoir de faire aussi pousser des cactus, et qu'elle dit mais en fait, moi, on m'a toujours demandé d'être parfaite. Et elle dit mais en fait, je suis pas parfaite, j'ai envie de faire des conneries. Et du coup, elle fait des conneries, elle fait pousser plein d'autres plantes. Et du coup, en fait, au lieu d'avoir que des roses, ce qui est très joli, elle va avoir plein d'autres plantes, c'est beaucoup plus diversifié, elle va être beaucoup plus épanouie. Et du coup, j'ai dit à Louise en déconnant pendant le film, je pense que le super pouvoir de Mirabel, c'est le pouvoir du développement personnel. Et en fait, c'est vraiment ça la morale du film. C'est la morale du film, c'est qu'en fait, la grand-mère, elle est tellement à fond dans le fait d'aider la communauté que elle est pas à l'écoute elle est centrée sur les pouvoirs
de, De ses de sa défauts. famille. Mm. Donc la force chez une des sœurs, les fleurs chez l'autre. La mère de l'héroïne, elle va guérir. Sa tante, Plein d'autres pouvoirs. sa tante, sa tante, c'est vraiment intéressant parce que sa tante, en fait, quand elle est heureuse, il fait soleil. Quand elle est triste, il y a de l'orage. Mm. Et du coup, pendant tout le film, elle se force à être heureuse et des fois, elle refoule ses émotions physiquement. C'est-à-dire, il y a un nuage qui arrive, elle va fermer la porte au nuage parce que elle dit, putain, s'il pleut, la communauté va pas être contente. Donc, l'héroïne, en fait, ce qu'elle va apporter à l'histoire, c'est de dire aux gens, oui, mais en fait, si vous n'êtes pas à l'écoute de vous-même, vous pourrez pas aider la communauté. Parce qu'en fait, vous allez juste, c'est vraiment le principe, c'est un film sur le burn-out finalement. C'est-à-dire que c'est si ça sert à rien de te donner à fond, si toi t'es pas à l'écoute de toi-même, tu vas finir par t'effondrer. Et donc ça va être néfaste pour la communauté, puisque là où tu aurais pu te donner à 50% sur la longueur, tu vas te donner à 100% sur une courte période de temps, et ensuite à 0% pendant le reste de ta vie. Donc ça ne sert à rien. Et donc c'est vraiment l'héroïne du développement personnel finalement, Ouais, c'est ça. Hein. Mirabelle. C'est vraiment ça. Ça va comme développement personnel, il y a à boire et à manger. Moi personnellement, au développement personnel, je mets des choses qui sont plutôt négatives Mais en il y général a des derrière. choses qui sont bonnes et des choses qui aident les gens, et je pense que ça, c'est important. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on fait pas l'apologie des gars qui font des formations de développement personnel en ligne, là. Non, là, c'est un film qui nous parle avec beaucoup d'humour et de légèreté du fait du développement personnel en son essence. C'est-à-dire, ça sert à rien d'aller écouter un mec qui vous fait des cours de développement personnel. Juste, le développement personnel, c'est tout con. C'est soyez à l'écoute de vous-même et c'est pas être égoïste de dire à un moment donné, là, pour mon bien-être, j'ai besoin de passer du temps tout seul et je ne peux plus aider les autres. Et juste, dans cette scène où elle chante, du coup, la Louisa, la sœur forte, où elle prend des ânes et tout, et on lui dit, mais en fait, mais prends du temps pour toi. Et du coup, elle prend du temps pour elle et elle s'en veut à mort, quoi. Parce qu'elle dit, ouais, mais du coup, j'ai pas aidé les gens. Pendant ce temps, les gens attendent des choses de moi. Je dis, oui, mais si t'as pas pris ce temps pour toi, in fine, tu pourras plus à terme aider les gens, puisque juste tu vas craquer et tu vas faire une dépression. Donc, prends ce temps pour toi sur la longueur, et tu pourras aider les gens, encore une fois, à 50% sur la longueur. Mais c'est ça le développement personnel, ni plus ni moins. Il n'y a pas besoin d'avoir des gars qui vous font des formations en ligne pour apprendre à être à votre écoute de ce dont vous avez besoin. Des fois, il y a besoin de quelqu'un pour rappeler. Ouais, non, mais moi je parle des gens qui te font payer un bras pour. Oui, mais des fois, ça aide. Faut pas non plus oublier que des fois, juste, on a besoin d'aide, tu Ah vois. non, mais il y a des professionnels. Ouais. Oui, non, mais attends, mais oui, ça on s'entend. Moi, dans ma vie, j'ai vu des psychologues, etc. Il y a pas de, je reviens pas là-dessus. Là, je parle des gens qui sont pas plus formés que moi, qui font des formations en ligne en t'expliquant des. Enfin, tu sais de quoi je parle. Oui. Les formations qu'on a tous vu passer sur YouTube, etc. Les mêmes qui vous font des formations sur comment devenir riche. Je parle de ces gens-là, je parle pas des psychologues qui sont assermentés, qui ont des formations, etc. Évidemment, ça c'est autre chose. C'est des gens qui pourront vous aider, mais encore souvent sur un point précis où vous avez un nœud dans votre vie. Mais ça, c'est autre chose. Moi, là, je te parle de gens qui, justement, profitent de ça pour gagner de l'argent de manière totalement... c'est quoi l'inverse de éthique? Inéthique? Non. Enfin, pas sympa, quoi. Ouais, voilà. En s'asseyant complètement sur l'éthique. Donc, évidemment, allez voir des psys si vous vous sentez pas bien, c'est important. Du coup, bah, c'était sympa. C'était pas transcendant. C'était pas transcendant du tout, mais ça m'a arraché une larme. Voilà, je le dis. Toi, tu pleures tout le temps. Je pleure tout le temps, mais moi, ça m'a arraché une petite larme. Dans Don't Look Up, justement, je disais tout à l'heure le lien, c'était oui, sur le fait de faire d'aller dans le sens du développement durable, chacun. Votre compte CPF et méthode périmée, je viens d'une formation de développement Ah, on y tout est. à fait, le compte CPF à utiliser. Vite. Oui. Ah, c'est marrant parce que j'ai justement reçu un appel il y a pas longtemps à ce sujet. Moi, j'en ai reçu deux. Donc voilà, un exemple de gens qui sont pas plus assermentés que moi. Et voilà. Mais oui, du coup, il y avait, par rapport à Don't Look Up, je disais, le lien que je voulais faire tout à l'heure, c'était le fait d'aller vers le développement durable et que chacun puisse faire des efforts. Mais que si tu t'oubliais, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, si tu veux faire tous les efforts d'un coup et changer radicalement ton mode de vie du jour au lendemain, en fait, juste, bah, tu vas finir par faire une énorme dépression, voire à vouloir avoir envie de mourir, littéralement, parce que, en fait, tu t'es plus en accord avec toi-même. Donc, il vaut mieux faire les choses progressivement en accord avec soi-même que d'y aller franco d'un coup et juste de ne pas aller bien. Et aussi, il y avait un lien aussi, du coup, encore une fois, avec les lanceurs d'alerte, parce que l'oncle de Mirabel, en fait, il voit le futur, et tout le monde, en fait, il a disparu, et tout le monde dans le village dit, oh mon Dieu, il est méchant, il a dit que mon poisson rouge allait mourir, il a dit que mes cheveux allaient tomber, il a dit qu'il allait pleuvoir à mon mariage, enfin voilà. Parce qu'il voit le futur, en fait. Parce qu'il voit le futur. Et en fait, les gens s'en prennent à lui, non pas parce qu'il voit le futur, enfin si, ils s'en prennent
au lanceur d'alerte et pas en fait juste au temps qui passe. Enfin, le poisson rouge, Voilà. il allait crever de toute façon, le prêtre, il allait perdre ses cheveux de toute façon, mais ils ont préféré en fait blâmer la personne qui leur a dit la vérité et qui leur a dit bah ça va arriver et du coup bah juste bah c'est la vie quoi, c'est le temps qui passe et ils se sont pas focalisés sur en fait juste les choses Voilà. que font le temps et Ils s'en la prennent vérité ils quoi. s'en prennent au porteur de mauvaises nouvelles, C'est ça. comme si c'était lui qui était la cause de la mauvaise nouvelle. Mm. Alors que lui, juste, il voit le futur, mais il ne le change pas. Et il est en froid avec sa sœur parce qu'il lui dit il va pleuvoir le jour de ton mariage. Et il n'y a plus le jour de son mariage. Mais donc là, c'était particulièrement intéressant. Parce que c'est un moment, bah, autant le poisson rouge qui meurt, bon, le poisson rouge il serait mort, et les cheveux qui tombent, les cheveux ils seraient tombés. Le moment, en fait, il parle à sa sœur qui est celle qui contrôle le temps. Mm. Et là, c'est un moment qui est assez intéressant dans le film, puisque pour le coup, en lui disant qu'il allait pleuvoir, il a rendu sa sœur triste. Et donc, comme elle est devenue triste, il s'est mis à pleuvoir. Ouais. Et du coup, en quelque sorte, c'est lui, en lançant l'alerte, qui a créé le. C'est le seul moment un peu ambigu. Ambigu du film, ouais. Mm. Enfin, à ce moment-là, j'avoue que du coup, j'étais quoi. Mais globalement, ouais, c'est effectivement un lien avec les lanceurs d'alerte et le fait qu'on s'en prend au porteur de la mauvaise nouvelle plutôt que de s'intéresser à la mauvaise nouvelle qui allait arriver en tant que telle. C'est ça, tout à fait. Cherche un responsable, quoi. Donc, pas forcément un film à aller voir au cinéma. Non. Non, mais à attendre sur Disney+. Ouais, c'est ça. Puis franchement, l'image, enfin, c'est la même scénariste que celle qui a fait Raya et le Dernier Dragon, qui était aussi très oubliable, mais qui était aussi un très joli film. Voilà. Voilà, je me souviens, il y avait une espèce de petit tamas noir qui était mignon. Je me souviendrais plus de celui-là que de Raya et le Dernier Dragon. Parce que dans celui-là, il y avait quand même un truc qui a un peu plus résonné en moi, et puis aussi, il m'a fait rire, quoi. Il était mignon. Non, je pense je vais plus m'en souvenir. Ouais. Mais c'est pas le nouveau Roi Lion, quoi. Non, du tout. Non. Voilà. Déjà, je pense qu'un Disney dont on se souvient, c'est un Disney qui a au moins une musique emblématique. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, Oui, là, c'est vrai que les musiques, elles étaient particulièrement... Enfin, pas mauvaises, mais... En fait, oui, déjà, et en fait, du coup, déjà, ça se passe en Colombie, donc moi, je m'attendais peut-être à des musiques avec une vraie patte du Sud, en quoi. termes d'Amérique du Sud, Coco était plus dans son thème que... Mais après, Coco, c'est Pixar. C'est pas la même Pixar. chose. Mais là, du coup, c'était de la pop. Voilà. C'était de la grosse pop, et j'étais là, mais en fait, ça n'a rien à voir avec... En plus, il y a des musiques colombiennes. Parce que dans Pixar, les musiques ne sont pas systématiques, mais dans Coco, en l'occurrence, il y a une musique. Et la musique Poco Loco. Ouais, est beaucoup plus, je trouve, dans les tonalités. Voilà, il y a de la guitare, il y a de la rythmique, enfin, voilà ce qu'on attend, en fait, d'un personnage qui vient de Colombie. Là, c'était de la grosse pop. On l'a vu en VF. Oui. Donc après, la traduction des musiques en VF, il faut que ce soit à la fois dans le rythme, et en même temps, c'est pas chose aisée. Oui, mais même, genre, non, juste la musique de fond, c'était des boum boum, des petits boum. Oui, non, mais c'était de la pop. Non, c'était convenu. C'était pas le film de l'année. Mais pas non plus désagréable à regarder. Non, du tout, et encore une fois, les innovations, et ce truc rafraîchissant des propositions de féminité multiples. On va pas vous conseiller d'aller le voir au cinéma. Si vous avez une soirée cette semaine, regardez donc Look Up, mais ça sert à rien d'aller voir Encanto. Comme tout, ça vous remontera le moral. Ouais, c'est vrai que tout ça a marché. Du coup, on a regardé Encanto, ça nous a mis un peu de baume au cœur, quand on a dit, ouais, quand même, là, on en a besoin. Mais oui, c'est vrai que c'était... Donc Look Up, c'est vrai que c'était vraiment dur. Hein. Ah oui, c'était dur. C'était... dur après le film, quoi. Ouais. Nous, on n'était pas young, quoi. On était oula. Oula. Ça fait mal. On tombe quand. Ouais, non, c'était spécial. Donc voilà. On va passer à mon livre, peut-être, qui est très intéressant. Évidemment. Je vais vous parler du coup de Kim Ji-young, né en 1982, écrit par Cho Nam-jo. Donc je suis désolée si je détruis les prénoms. J'ai une collègue qui s'appelle Ji-young, donc je pense que Ji-young ça passe, mais le reste, je sais pas très bien le prononcer. Faut mettre sur Google Traduction. Ouais, on aurait pu faire ça. C'est mon dernier livre de 2021, qui était vraiment ultra agréable. C'est un tout petit livre que je recommande. Il est vraiment pas long, c'est 200 pages grand max. Et en fait, on suit l'histoire de Kim Ji-young, qui est une coréenne d'une trentaine d'années. Et ça commence sur son mari, qui se rend compte qu'elle devient un peu folle. Elle commence en fait à faire... à avoir plusieurs personnalités, à plus du tout être dans le moment, à être un petit peu totalement divisé dans son être. Et du coup, il se pose des questions, il comprend pas. Et donc à partir de là, on va remonter toute la vie de Ji-young. Et toute la vie, et j'entends même les femmes
qui viennent avant elle. Donc on parle de sa grand-mère, qui explique que, bah, en fait, toute sa vie, elle a dû travailler, notamment pour financer les études de son petit frère. Et du coup, elle a été au travail à 17 ans, et à aucun moment on lui a proposé de faire des études, non, il fallait faire des études pour son petit frère. Ensuite, cette même dame a eu 3 fils, trois fils et une mère, et là, en fait, elle a colporté cette tradition-là des filles inférieures aux garçons. Et très souvent, par exemple, la grand-mère, en fait, elle donnait un gros goûter pour le petit frère de Kim Ji-young, mais pour les deux sœurs, les deux grandes sœurs, en fait, elles partageaient la moitié, quoi. Et c'est que des petites inégalités comme ça qui sont perpétuées par les belles-mères, qui sont en fait apparemment ultra importantes dans le schéma familial des Sud-Coréens. Et on voit bien qu'il y a une espèce de transmission de ces inégalités-là entre femmes. Et cette impression que les femmes doivent pas se soumettre, mais en tout cas être là pour aider leur famille, et en fait être celles qui permettent aux hommes et aux garçons de pouvoir prospérer autre part pour le bien-être de la famille. Et ça, c'est tout le long du livre. La mère de Kim Ji-young, c'est pareil, du coup, c'est le père qui travaille, mais ils ont des problèmes d'argent. Du coup, elle aussi, elle se met au travail, mais en fait, son travail est pas du tout considéré. C'est-à-dire qu'elle sauve la famille, on voit bien que c'est elle qui dirige tout ça, que le père, il a un peu de mal à prendre des décisions, mais ce sera toujours elle qui fera le sacrifice. Ce sera jamais l'homme. Et tout le long, en fait, du roman, c'est ça, c'est celles qui font les sacrifices, c'est forcément les femmes. Tout le bouquin comment je pourrais dire, il y a des petites allusions en fait à des chiffres, à des vraies statistiques sud-coréennes, où on vient dire que, en effet, depuis le 1980 par exemple, la part des femmes de plus de 30 ans qui ne travaillent pas est plus de 60%. Donc ça veut dire qu'il y a plus de 60% des femmes coréennes de plus de 30 ans qui ne travaillent pas pour les raisons enfants, mariage. Et tout le long du roman, en fait, on voit son évolution à elle, à Kim Ji-young, qui est née en 1982, donc c'est très récent. Et en fait, qui est dans cette phase de transition entre l'émancipation réelle des femmes et la fin d'une espèce de tradition coréenne de les femmes font le sacrifice pour la famille. Et elle se retrouve dans cette ambivalence, et on comprend au fur et à mesure qu'en fait, c'est cette ambivalence-là qui va la rendre folle au fur et à mesure. Parce que, en fait, sa personnalité à elle, c'est que elle a conscience de tout ça, elle a conscience des inégalités. Quand sa mère lui dit qu'elle devrait faire ça pour son frère, en fait, elle lui dit non. Sa grande sœur aussi, elle tient tête, en fait, à ses figures maternelles et paternelles pour porter leur jugement. Mais au final, plus elles grandissent, et surtout plus elles rentrent dans la maternité, et ben en fait, elles sont écrasées par ce système-là. Pas parce qu'elles le veulent, mais parce qu'elles l'ont intériorisé, même à la force de combat. Et c'est très très intéressant à lire, surtout qu'on ne connaît pas forcément le contexte sud-coréen, mais il y a évidemment des ressemblances en fait avec ce qu'on vit ici. Voilà. Du coup, t'as bien aimé. J'ai beaucoup aimé. Après, c'est des choses que je connaissais, donc ça m'a pas beaucoup. J'ai pas appris énormément de choses. Mais pour des gens qui veulent un peu amorcer en fait des réflexions féministes, ou juste en fait découvrir un peu plus sur les conditions féminines en Corée, c'est ultra intéressant. Voilà. J'étais un peu déçue de voir que ça avait été écrit par un mec, mais c'est un psychologue et en fait il parle. Kim Ji-young, en fait, c'est le prototype de femme de sud-coréenne, et en fait il y en a plein comme ça. Il dit qu'en fait dans son bureau dans son cabinet de psychologue, il voit plein de femmes avec le même caractère, les mêmes critères sociaux, qui en fait font les mêmes burn-out intérieurement, quoi. Et donc c'est pas uniquement subjectif, c'est pas uniquement une personne, mais c'est vraiment un problème qui est systémique. Et du coup, bah, ce livre-là nous permet d'avoir l'archétype en fait de cette femme sud-coréenne qui représente en fait des millions de femmes là-bas. Et donc bah, c'est super, c'est pas du tout difficile à lire. C'est très fluide, et je vous dis encore c'est une petite lecture, donc je vous encourage vivement à y aller. Bah écoute, c'est chouette. Mhm. On l'a ici? Ouais. Ok. Bah c'est noté. Mais je le passe à ma collègue. Ah. Il s'appelle Ji-young. Ah Voilà. bah c'est marrant, ça ne s'invente pas. Non, et qui vient vraiment de Corée du Sud, donc moi j'ai hâte d'avoir son retour là-dessus de sa part pour le coup. Parce que moi j'y connais rien. Là, j'y suis jamais allée en Corée du Sud, je sais pas ce qu'elles vivent ces jeunes femmes-là, je sais juste que c'est vrai qu'il y a la famille qui a énormément d'importance et qui pèse très lourd en fait sur les femmes en général, donc j'étais pas
étonnée de voir ça, mais enfin, quand j'ai vu les chiffres, j'étais hallucinée, quoi. Vraiment. Donc c'est, voilà, on dit égalité, on dit machin, mais les femmes là-bas, elles sont encore moins payées, elles sont vraiment sous-payées, en fait, par rapport aux hommes, pour le même boulot. Et c'est rageant, c'est vraiment rageant. Mais c'est la vie. Et du coup, il faut continuer à se battre. Bonjour Mathieu Discord. Ah, Mathieu Discord. Ça c'est un nom original. Mm. Est-ce qu'on se connaît, Mathieu Discord, ou est-ce que tu es ici par hasard? Et si c'est le cas, bienvenue. Si c'est le cas. Bah, dans les deux cas, bienvenue. Donc bienvenue, oui bien sûr. Du coup, bah, je vous encourage à le lire. En fait, moi je l'ai vu dans une recommandation de plusieurs youtubeurs littéraires que je suis. C'est pas le livre qui m'a le plus transcendé, mais ça m'a interpellée, et c'était très rapide à lire. Voilà. Et je trouve que, tu vois, pour être efficace dans son propos, et pour dénoncer des choses, en fait, des fois, il faut juste pas être trop long, quoi. Et être simple. Bah écoute, merci pour cette morale de l'histoire. Putain. Bah il est midi 16, on se connaît pas. Impossible, à part si vous avez travaillé avec mon équipe. Non. Et bah tant pis, mais en tout cas, bienvenue, merci d'être sur le live. Merci. Bah, du coup, est-ce qu'on pourrait finir cette émission? Bah je pense que c'était une émission sur le thème du développement durable. Oui, c'est vrai. Finalement. Bon, il y a aussi développement, en fait, le développement en général. Ah, le développement durable, Louise, ça inclut tout. Ça inclut aussi Pourquoi ça inclut tout? Dis-moi. le développement durable. Mm. Bah parce que c'est à la fois l'aspect écologie, évidemment, mais il y a aussi le développement durable de l'humanité entre elles. Donc il y a tout l'aspect développement, émancipation et... T'essaies d'avoir une commande, Mathieu, mais ici on est encore... J'ai pas encore atteint le nombre d'abonnés suffisant. Oh, si, on peut faire... on Merci, pourrait faire des Mathias. commandes. D'ailleurs, Mathieu Discord, si tu sais comment on fait pour faire des commandes, n'hésite pas. Mais on n'a pas de Discord. De t'en créer un. On n'a pas de Discord. Mais je suis d'accord avec toi pour le fait que ça ressemble vraiment à l'entièreté des piliers du développement durable, qui passe évidemment par un aspect écologique, mais qui passe aussi par un aspect qui est sociétal. Merci Mathieu. Un aspect sociétal, et c'est vrai que l'émancipation féminine et l'égalité entre les hommes et les femmes est ultra importante dans ce développement-là, parce qu'il sous-entend en fait des changements de paradigme, notamment au niveau de la réflexion du capitalisme et de la masculinité toxique, qui ont pour impact... Ah, merci pour ton Merci. follow. Qui ont pour impact en fait d'aider aussi le volet écologique derrière. Donc merci Mathieu Discord pour ton follow. Je t'enverrai un MP pour te demander comment est-ce qu'on peut faire pour créer un Discord, et je sais pas si les gens... Bon bah voilà, bon, on aura un Discord, sachez-le. Vous pourrez aller sur le Discord, on vous mettra sur le Discord quand on aura... quand on fera les émissions, et vous pourrez discuter dessus des sujets... Et voilà, mais c'est bien, vous pourrez discuter des sujets... Si vous avez un réseau pour pouvoir, sauf Twitch. Je t'enverrai un MP, Mathieu. Mais comme ça, vous pourrez discuter de vos sujets d'actualité sur le Discord, c'est très bien. Et donc, on est à 40 followers. Bravo à vous. Encore 10 followers. 10, et on va pouvoir être affilié à Twitch. Encore 10 followers, et on lancera une autre émission de temps en temps, le mardi ou le mercredi, au cours de laquelle on fera du jeu vidéo, on a dit. On verra ce qui arrive. Mais du coup, c'est vrai que cette émission était sous le joug du développement durable. Voilà. Que tu voulais dire Ouais, qu'il y a différents tout piliers. à fait. Sauf peut-être Harry Potter à Poudlard. Oui. On fait pas de thématique à une émission, parce que l'idée c'est aussi de toujours être... Merci au fait pour ton retour, Matt Gomez. Merci beaucoup, le sang toujours aussi intéressant. Merci pour ce retour. Nous on fait aussi en fonction de nos envies. On essaie toujours d'avoir un équilibre entre sujets où on sait que ça va peut-être un peu nous toucher, nous faire réfléchir beaucoup, et les sujets un peu plus légers. Voilà, là par exemple on a choisi Encanto parce qu'on s'était dit qu'après Don't Look Up on avait envie d'un truc un peu plus léger. Mais enfin voilà. Je t'envoie. Ok, merci Mathieu. L'idée c'est vraiment d'avoir cette... Enfin on s'imposerait en début de semaine, quoi. On essaye de faire des trucs qui Et nous conviennent. l'intérêt aussi, c'est de montrer qu'en fait, il n'y a pas une pratique culturelle particulière, mais elle est totalement plurielle, et du coup, en fait, on peut parler de pratiques culturelles quand on va voir Harry Potter autour à Poudlard, parce que, bah, on consomme quelque chose qui se veut, qui appelle à l'imaginaire, et qui appelle à des choses de culture pop qui nous touchent tous. Et alors ça, j'ai appris un truc hyper intéressant cette semaine d'ailleurs. Vas-y. On avait une discussion, je sais pas s'il est là, avec deux amis à moi, où il m'expliquait qu'en fait aujourd'hui c'était quelque chose qui était
qui était... Il y a une enquête d'un sociologue qui s'appelle Coulangeon, qui apparemment, j'ai pas encore lu l'article, donc je vous dirai quand je l'aurai lu, si ça vous intéresse, on pourra en parler ici. Il disait que c'était un peu l'apanage de la bourgeoisie aujourd'hui d'avoir une pratique culturelle diversifiée. Ah. Parce que, tu vois, c'est le truc de pouvoir avoir... Avoir les deux, quoi. de En fait, se- tu te prends la culture populaire et tu la mets à ta sauce et tu la... Voilà. Mais alors du coup, l'important, ce n'est pas que les, entre guillemets, de ceux qui ont un grand capital culturel arrêtent d'avoir une pratique culturelle diversifiée, mais plutôt de permettre à ceux qui ont un moindre capital culturel à la naissance, de par leurs origines, d'y avoir de permettre d'accéder à une culture qui leur est pas accessible de prime abord, parce qu'elle est plutôt l'apanage des... Moi, je fais un métier où justement, mon métier consiste au fait de aller voir les gens qui sont éloignés de la culture, littéralement, je suis payé pour ça, pour les amener sur le spectacle vivant. Non pas en leur disant que le spectacle vivant c'est mieux que leur pratique à eux, mais en disant que c'est mieux d'avoir une pratique diversifiée si ça les intéresse. Oui. C'est l'idée. Mais du coup, je vais lire l'article, mais ça avait l'air intéressant et donc j'en profite parce que nous c'est un peu ici le but de la chaîne, de faire la promotion d'une pratique diversifiée et on essaye justement de tendre à donner envie, à aller au théâtre, à aller au musée, à aller voir des films peut-être un peu plus pointus, mais sans pour autant dire que le reste c'est mal ou qu'il faut pas voir. Enfin, on essaie de montrer. On peut tirer et s'enrichir de n'importe quel contenu. Mais l'idée, c'est vraiment de sensibiliser chacun et chacune à nous, ce qu'on aime. Et ça peut aussi être Encanto. Je sais qu'il y a beaucoup de mes amis qui n'iraient pas le voir parce que c'est un Disney. Mm. Et au final, moi, je trouvais qu'on pouvait avoir des trucs intéressants dedans. Bon, en l'occurrence, c'est pas le film de l'année, mais c'est pas non plus, une chiasse. Ne serait-ce que dans la démarche de Disney de rendre les choses un peu plus plurielles et diversifiées, c'est déjà quelque chose qu'on peut souligner. Donc même si c'est pas le film de l'année et le film avec le plus de réflexion, il a au moins l'intérêt d'essayer de proposer différents types de héros. Voilà. Donc voilà, le but de la chaîne, c'est de faire la promotion de la diversité des pratiques culturelles. Tout à fait. Pour résumer. Du coup, bah merci d'avoir tous été là, ça nous a fait vraiment très plaisir. Ouais, il y avait du monde dans le chat et tout. On a eu 2 nouveaux abonnés. Voilà, on se retrouve du coup la semaine prochaine. On Et n'a pas bientôt- encore les sujets, mais vous saurez bientôt ce qu'on a proposé. Bientôt les 50 followers. Avec les 50 followers, on sait déjà à quel jeu on jouera si on a 50 followers. Tout à fait. Pas le dimanche, hein, attention. Le dimanche, ça continuera d'être l'émission côté court. Ce sera en plus, pas toutes les semaines, sur un rythme irrégulier. Mais quand on aura le temps, on fera sans doute du jeu vidéo. On a trouvé un jeu en coopération auquel tout le monde a déjà joué. Mais évidemment, on arrive après la bataille. C'est pas grave, parce que le kiff n'a jamais de, Enfin, tout le monde sur Twitch. de on s'entend. planning. Je dis vraiment de la merde. putain. Oui, j'ai vu ton message, Mathieu. On se retrouve. Enfin, je te répondrai tout à l'heure. Merci beaucoup pour ton message. Du coup, on vous fait des bisous. Et on se retrouve à la semaine prochaine et profitez de la semaine. À 11h. Voilà, soyez pas trop déprimés après avoir vu Don't Look Up, quoi. Ouais, et n'hésitez pas, vous êtes toujours intéressant, bisous. Merci, Choupi Merci, Jeanne. merci Et Jeanne. n'hésitez pas à en parler autour de vous Encore pour qu'on une fois, atteigne les 50 followers. Ça y est, on est des influenceurs. C'est parti. Sky is the limit. Au revoir, À très vite, bisous. bon dimanche.